Et bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2 Paris-Île-de-France, la radio ici et maintenant que vous écoutez et regardez via Internet. Bien entendu, Laurent avec vous ce soir pour un nouveau magazine Énergie Positive. Nous allons parler d'un auteur, nous allons parler de ses livres, bien entendu. Nous allons parler avec l'éditeur aussi, Christelle Seval, pour ce faire. Christelle, bonsoir à toi. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Laurent. C'est un grand plaisir de t'accueillir à nouveau. C'est un grand plaisir pour moi d'être là, ici, ce soir, ici et maintenant. On va nous dire, oui, ils invitent toujours les mêmes les éditeurs. Mais c'est pas de pause, c'est les meilleurs qu'on invite. C'est surtout pour l'émission ce soir, surtout pour Christophe Alain, autour de ses livres. Donc, ces livres, c'est Journal d'un éveil du troisième œil, tome 1 et le tome 2 là, qui vient de sortir, qui sont des livres donc, que j'ai édités. Alors là, j'en profite pour faire un petit point avec les auditeurs et les auditrices. Au départ, ma maison s'appelait Interkeltia, maison d'édition. Là, j'ai changé de nom, ça s'appelle Atlante maintenant. Et c'est tout simplement parce que j'avais besoin d'un autre distributeur et qu'il était plus facile de changer de marque. Plutôt que de faire autrement. Alors Atlante d'ailleurs a un logo que j'aime bien, c'est un petit dolmen avec la pierre supérieure horizontale du dolmen qui est en lévitation. Voilà. Donc Atlante, Interkeltia, en fait c'est la même chose hein, pour les gens, voilà, en simplifiant. Alors Journal d'un éveil du troisième œil est disponible maintenant évidemment dans toutes les bonnes librairies, en Fnac et toutes les grandes librairies et petites librairies spécialisées, mais c'est encore mieux de venir l'acheter sur le site carrément parce que, eh bien, tout simplement, ça fera plus d'argent pour l'auteur et plus d'argent pour l'éditeur. Parce que il faut savoir que les distributeurs prélèvent un pourcentage énorme. Alors, le site où vous pouvez vous procurer le livre, c'est donc interkeltia.com, c'est-à-dire www.interkeltia.com. Voilà, je remercie aussi au passage le magazine Nexus qui a soutenu le livre de Christophe depuis le début. Et je crois que c'est le seul d'ailleurs, hein, et qui continue avec le tome 2. Et en tant qu'éditeur, j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur Christophe parce que quand j'ai commencé ce métier, évidemment, personne ne m'envoyait de manuscrit. Hein. Donc forcément, je n'étais pas connu. Pas de peau. On commence. Mais quand on commence, c'est comme ça. Et donc, j'ai eu la chance de tomber sur le blog de Christophe, qui a un blog sur Internet, qui est très suivi. Et ça m'a fasciné. Et donc, je lui ai demandé si ça l'intéressait de faire un livre, de le transformer en livre, ce qu'il a accepté. Et il a bien fait accepter parce que Journal d'un éveil du troisième œil, non seulement c'est extraordinaire, mais en plus, ça fonctionne très bien, quoi. Les gens l'achètent et les gens le trouvent extraordinaire. Alors, maintenant que j'ai commencé ce travail d'éditeur depuis 2 ans, je reçois des manuscrits maintenant. Et je m'aperçois que la plupart des manuscrits, que je refuse d'ailleurs aujourd'hui, je les refuse parce qu'ils sont livresques. Je ressens personnellement que c'est le mental qui crée le livre. Et c'est très, très théorique. Et c'est le mental qui parle. Avec le livre de Christophe, c'était une autre expérience, c'était autre chose. J'ai ressenti une énergie vibratoire directement. C'est-à-dire c'est un livre qui parle, c'est un livre qui passionne, c'est un livre qui sort de l'ordinaire, mais en plus de ça, on ne peut pas l'exprimer avec des mots, c'est une énergie qui touche et qui transmet quelque chose. Voilà. Donc on n'est pas du tout dans un livre classique, je dirais, au niveau de la spiritualité. On est dans une expérience personnelle qui est très particulière et qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que le message de communication passe. Alors, à ce propos, j'ai une petite anecdote. C'est la journaliste réputée qui s'appelle Marie-Thérèse de Brosse. Un jour, elle est venue me voir en me disant, vous savez, j'ai lu le livre de Christophe Alain. Eh bien, je vais vous dire une chose, hein, c'est que j'en ai lu des livres d'allumés, mais alors là, c'est exceptionnel et j'adore. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors, de Marie-Thérèse, c'est un beau compliment, ouais. On peut le dire. Ouais. Alors, Christelle, ce qui m'interpelle, c'est aussi comment est-ce que le contact s'est fait avec Christophe. D'ailleurs, on manque à nos obligations. Christophe, Alain,
Oui, Merci. bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Merci ouais. à toi d'être présent. On se tutoie, on s'est tutoyé. Enfin bref, tu as 36, 37, 38 ans. 37 ans. Ouais. Voilà, donc dans ce sens-là, on est de la même année, du même âge. Bref, ça s'est fait spontanément. En plus, tu es naturel, à tel point que tu écris comme tu parles. Donc, mais là aussi, et je comprends que ça puisse frustrer ou choquer ou gêner plus d'un qui lit les livres, à savoir quelqu'un qui s'éveille à son troisième œil, on va définir tout ça durant cette nuit, et des perceptions qu'il peut avoir. On se demande tout de suite, bon bah voilà, l'image entre guillemets de celui qui s'éveille à quelque chose de particulier que bon nombre de personnes cherchent. Ça aussi, c'est autre chose dont on aura l'occasion d'aborder. Est-ce qu'il y a nécessité de chercher quelque chose ou pas sur le chemin de l'éveil ou de la spiritualité? Mais en tout cas, on a tout le temps des images qui viennent, un peu d'Épinal. On imagine celui qui est, entre guillemets, sage, la barbe blanche, un peu à l'image de Dieu, pareil, à la même image. Dans ce sens-là, il faut que le phrasé aille avec. Bien entendu, on lit les livres, là, c'est rien à voir. Voilà, c'est, je dirais, à l'image de notre génération. Tout simplement, sans se prendre la tête. Là, pour le coup, c'est le genre d'expression qu'on pourrait très bien retrouver dans ton livre sans problème. Ouais. Donc, c'est très spontané, je dirais, la manière dont tu retranscris ces expériences, puisque Journal d'un éveil du troisième œil, 90 expériences d'un autodidacte du spirituel. Donc voilà, c'est des chapitres sous forme d'expériences. Alors il est extrêmement vaste de découvrir toutes ces expériences et la manière dont tu évolues à travers tous les différents chapitres ou expériences, sachant que c'est un condensé, effectivement on pourrait se dire qu'il est difficile de pouvoir retransposer avec des mots ce que l'on vit. Alors, les mots sont faibles peut-être pour exprimer ce qu'on traverse. Oui, effectivement, c'est pas si simple que ça, puisqu'on perçoit des choses en fait qui se passent pas déjà en 3 dimensions, qui se passent pas forcément de manière rationnelle. Et c'est vrai que bon, bah, ça fait partie de mon talent, en tout cas en termes de don, d'être capable de mettre des mots simples sur des ressentis qui souvent sont très vastes. Voilà. Donc talent entre guillemets, hein, je veux dire, c'est chacun développe sa capacité. Et moi, la mienne est là-dedans. Voilà. Dans l'expression simple de quelque chose de très complexe, en fait, dans mon vécu. La question suivante, lorsque Christelle Seval t'a contacté, comment t'as interprété, comment tu as, sans pour autant interpréter, pris l'idée d'écrire ou de retransposer ce que tu mettais sur ton blog, et bien sous forme de livre? Bah, au départ, j'étais pas très emballé, parce que d'abord, j'étais pas très emballé d'écrire, puisque c'était, au départ, pour moi, c'était l'information d'évolution, c'est-à-dire, bah, il faut partager. Donc, j'avais pas du tout envie de le faire, bien évidemment, puisque quand on est sur une voie d'évolution, ce qu'on voit peut-être pas dans mon livre, c'est on est toujours pris à contre-pied, donc sur les choses qu'on a peur de faire. Et comme moi, j'ai pas un naturel communication facile au départ, déjà retranscrire sur Internet des expériences comme ça, en sachant que, en plus, c'est sous mon vrai nom, puisque c'était l'information, s'il y a un moment, de le faire sous mon vrai nom, c'était pas si simple que ça. Alors en plus de ça, quand quelqu'un propose d'en faire un livre derrière, bah effectivement au départ ça a été oula, déjà que je passe pour un fou sur Internet, voilà. Mais bon finalement, je me suis laissé porter, hein, donc voilà, ça c'est fait. Avant de dire oui, tu as rencontré Christelle? Ah non, j'ai écouté le ressenti. Dis-lui, tu peux y aller. Alors, je fais d'accord. Mais je fonctionne comme ça, hein, c'est tellement plus simple et puis tellement plus efficace. L'expérience me l'a prouvé, donc voilà. Oui, c'est que Christophe est quelqu'un qui est connecté en permanence à un réseau haute densité, haut débit. Je veux dire, il est sur l'ADSL connecté à l'invisible. Alors oui, c'est là aussi. Alors, on peut, entre guillemets, peut-être prévenir, dans une certaine mesure, les auditeurs. Il n'est pas impossible ce soir que vous entendiez des choses totalement incroyables, voire surréalistes, qui ont pourtant, en tout cas pour Christophe, une réelle tangibilité, je dirais, une réelle existence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le perçoit petit à petit tout au fil de tes deux ouvrages, là maintenant tu évolues. Et c'est très intéressant de constater comment ton nouveau monde, ou tes nouveaux mondes, s'ouvrent à toi, et de la manière dont cela vient transformer non seulement ce que tu es, en ce que tu étais du moins, et à l'heure actuelle, comment tu touches, tu évolues, tu
tu travailles en communication, en communion avec ces, entre guillemets, différents mondes. C'est déjà une bonne chose de vouloir partager avec un blog ces différentes expériences. Combien de temps après, je dirais, cet éveil de Kundalini, tu as décidé de dire, tiens, allez, on va partager? Alors en fait, comme je disais, c'est pas vraiment moi qui ai pris la décision au départ, c'était plus ou moins une information d'évolution pour moi, dire de me confronter aux autres. Mais ça s'est passé bien, je dirais qu'il s'était passé une bonne dizaine d'années en travail sur soi pour que je commence à partager. Quand C'est-à-dire même. que, ouais, parce qu'en fait, au départ, d'abord, j'ai toujours eu beaucoup de perceptions, donc très vite. C'est pas forcément simple à gérer, ne serait-ce que pour atterrir et puis réussir à intégrer un peu tout ça. Au départ, les perceptions sont trop de la mélasse et c'est un petit peu difficile d'en tirer des choses claires. Donc mon travail principal, déjà pour pas perdre pied, parce que le éveil de Kundalini, la problématique c'est de ne pas devenir dingo derrière, hein. C'est pas si simple, hein, avec des grosses perceptions. Donc ça a été justement de stabiliser le mental, l'émotionnel, pour que je sois capable d'appréhender un certain nombre d'expériences sans perdre complètement pied, quoi, tout simplement. L'avantage c'est que dès le départ j'ai été... la part qui a provoqué cet éveil-là était toujours présente, et les informations, même si avec le temps elles sont devenues extrêmement claires, même si là elles étaient un peu décalées, pas forcément très claires au départ, elles ont toujours été dans le sens de travail sur soi, de m'obliger à me recentrer et de travailler sur moi pour me stabiliser, pas chercher autre chose. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous dire, Christophe, quel genre de personne tu étais avant cette expérience? Alors, pour resituer dans le temps, cette montée de Kundalini, elle t'est arrivée, tu avais quel âge? Alors, à chaque fois, j'essaie de me rappeler, je ne tombe pas forcément juste, mais ça devait être vers les 23-24 ans dans ces eaux-là. Alors, voilà, juste avant donc cette montée de Kundalini à l'âge de 23 ans, on va dire, pour Ouais. faire simple, quel genre d'homme, de jeune homme tu étais ou quel type d'adolescent? Comment est-ce que avec le recul, tu te définissais? Alors, déjà, j'arrivais pas à communiquer. C'est-à-dire qu'une communication à plus de 2 personnes, c'était quasiment impossible pour moi. Donc, il y avait un côté très autiste, hein. Je faisais que de l'informatique, en fait. C'était plus Programmeur? simple. Donc, voilà. Ensuite, j'ai toujours une vision très négative du monde. Donc, très égocentrique. Bon, j'ai toujours un puissant ego, c'est une chose. Mais à cette époque-là, vraiment, ça allait très loin. Euh, la première chose que moi je vois, j'ai une vision négative au départ, donc je vois tout ce qui va pas, je vois pas ce qui va. Et si j'ai commencé à méditer, c'est parce que je voyais pas comment j'allais pouvoir rentrer dans la vie en étant aussi incapable de communiquer. Et voilà. Donc c'était vraiment une catastrophe, hein. Si l'éveil de Kundalini, je pense que c'était la dernière chance avant le reboot système complet, on va dire, dire on va ailleurs parce que ça marche pas. Mais Ah oui, c'était à peu près à ça. ce point-là. On peut dire que tu étais un jeune homme qui n'était pas spécialement heureux dans ta vie si tu voyais tout en négatif? Euh, Disons que ce que je me suis aperçu après avec le temps, c'est que j'avais un fond autiste très puissant. Enfin, très puissant. Non. J'avais un fond autiste très compensé, mais qui était bien présent et qui m'interdisait la communication avec les gens. Donc, je ne pouvais même pas ouvrir la bouche pour parler, hein. Je veux dire, faut remettre les choses dans l'ordre. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. Et donc, j'étais obligé de trouver que des biais pour réussir à peu près à rentrer. Je rentrais jamais dans l'action, donc j'étais obligé de faire que des choses abstraites, virtuelles. Enfin, c'était vraiment très difficile. J'avais un planning très précis. Ça, c'était mon côté. Si je sortais de mon planning ou de mes habitudes, c'était la catastrophe. Voilà, donc je voyais pas vraiment. Et puis, j'avais aucun intérêt vraiment à ce moment-là pour rentrer dans la vie, quoi. Pour le genre ça marchait humain? pas. L'humain, il m'a fallu longtemps pour réaliser à quel point j'étais. En plus, pour moi, le monde a toujours été très désincarné. Sauf que c'était pas tangible à ce moment-là. J'étais juste très dans la lune. L'humain, j'avais beaucoup de mal. Voilà. Ça passait pas. À cause de ce côté autiste, hein, tout simplement. Même s'il était compensé, il était là, et ça fait une distance avec l'autre qui est un mur, quoi. Un mur. Est-ce que tu l'as par là, c'est que tu aurais peut-être souhaité à un certain moment donné pouvoir communiquer, mais ça pouvait pas sortir, C'est ça. et que tu étais, du fait de cet autisme, dans une très grande écoute ou sensibilité, ou les deux? Alors, hypersensibilité, ça toujours. J'ai toujours fonctionné sur un côté de toute façon un peu médium, mais je le percevais pas comme ça. C'est-à-dire que pour moi, j'avais besoin d'une information, je l'avais. Je voyais beaucoup de choses, mais pas tangible. C'est-à-dire que juste ça me semblait évident que la personne avait mentait ou ne mentait pas, voilà. Mais ça allait pas plus loin que ça. C'était des choses comme ça.
Voilà, mais je voyais vraiment que le négatif de tout. C'est ça, hein, au départ. Alors, Donc, beaucoup dans la peur. alors comment est-ce qu'on fait justement quand on a le sentiment... Alors, comment est-ce que je vais formuler la chose? Quand on vit dans un monde où finalement on se sent, entre guillemets, où on pourrait se sentir agressé, à savoir qu'on perçoit les mensonges des autres, on perçoit leurs vices, on perçoit la manière dont fonctionne avec une très grande fausseté le système politique, l'économie, le social. Bref, à voir cela, on peut comprendre que un regard positif n'est pas forcément évident. Et tu nous décris finalement cette perception de pouvoir voir spontanément ce qui n'est pas juste, je vais le dire comme ça, comme un moyen d'avoir des informations, de canaliser ou de... Comment est-ce que quel mot tu poserais dessus? Une médiumnité, une voyance, comment? Alors, moi, tel que je le vis, si je dois le décrire, c'est je deviens les choses qui m'entourent. Sans limite. Ça veut dire que je veux savoir ce que ça fait d'être un ange. Je dis, bah tiens, je vais aller connecter ça. Et pour moi, l'information que je vais ramener, c'est ce que je deviens de cette énergie. Enfin, de cette énergie. Ça va être donc forcément très relatif. Mais en même temps, je vais en ramener énormément d'informations. Savoir qu'est-ce que ça fait. Et ça peut être sur un humain. Qu'est-ce que ça fait d'être Napoléon? Voilà, il y a cette idée. Eh ben, je peux le devenir pour voir ce que ça fait. Donc c'est quelque chose qui pour moi passe beaucoup par le toucher, par le fait qu'il n'y ait pas de séparation avec le reste. C'est je deviens autre chose pour voir. Et ensuite, je suis capable, j'ai un traducteur qui traduit ça. Au tout départ, quand j'étais dans cette vision négative, donc je voyais la peur partout. Pour moi, j'étais en enfer. Hein, je décris à peu près. Hein. Pour moi, c'était un sale coup qu'on m'avait fait de me mettre là, parce que pour moi, le monde où j'étais, c'était l'enfer terre. Et les gens parlaient, j'entendais toujours le mensonge. Je voyais que le négatif. Je ne pouvais pas parler au départ parce que si j'ouvrais la bouche, j'avais le mot pour détruire la structure de la personne en face. Donc en fait, je disais un mot, l'autre il disjonctait. Parce qu'en fait, je me suis aperçu après avec le temps qu'il y avait une logique de sorcier chez moi au départ. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans le négatif très très profond. Et c'est ça qui s'est reconnecté avec beaucoup de puissance. Et à ce moment-là, au départ, c'est moi qui ai dit... bon, c'est vrai que je travaillais avec mon meilleur ami, qui avait des problèmes aussi, pas aussi poussés, mais on voyait bien que ça allait pas, quoi. Et l'information quand même que j'ai eue dès le départ de toute cette énergie-là, ça a été de dire, s'il y a un problème, il vient de toi, il vient pas du monde que tu regardes. Donc recentre-toi sur toi et travaille sur toi. Vraiment, la première information que j'ai eue, c'est très clairement, hein, j'ai compris que je regardais que ma propre peur à l'extérieur. Et ça a été vraiment le départ de tout. Avant même la Kundalini. Alors ça, disons que ça a été juste après l'éveil de Kundalini. D'accord. Voilà. Avant, c'était juste une impossibilité de communiquer. L'enfer. Ouais. Alors, dans ce sens-là, tu parles d'autisme et je trouve très intéressant. Je me rappelle avoir vu, on peut le voir sur Internet sans problème, certains autistes qui ont certaines facultés. Alors, certains, c'est pour les mathématiques, à l'image du film de Rain Man avec les acteurs que l'on connaît. Et pour les autistes réels, certains dont j'ai pu voir sur Internet des vidéos, certains qui survolent, par exemple, l'Italie, Rome, un survol d'1 heure en hélicoptère. Et une fois arrivés au sol, ils se mettent devant une toile de 3 mètres sur 2 mètres de haut. Et puis, ils reconstituent tout ce qu'ils ont pu voir, mais au détail près, aux colonnes près, par exemple, pour ce qui est du Colisée de Rome. Des trucs incroyables. Donc, l'autisme, est-ce que, d'une certaine manière, à cette image-là que je donne, est-ce que tu te reconnais dedans? Et si oui, est-ce que de quelle manière, d'une certaine manière, chez toi, l'autisme se traduisait? Alors, en fait, pour moi, quand je parle d'autisme, alors effectivement, plein de gens, on va les définir en autisme. Si moi, je vais voir ce qu'il y a derrière, ça va être des problèmes très différents, souvent. Quand je parle d'autisme, je parle d'impossibilité d'avoir une identité. Voilà, pour moi, c'est ça, l'autisme. Et ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de séparation avec l'autre, c'est pas hermétique. Il y a beaucoup, beaucoup de peur du monde. Il y a une incapacité de se reconnaître dans le regard de l'autre parce qu'on n'a pas d'identité qui peut être envoyée par le regard. Donc une très très grosse difficulté en fait à rentrer dans la communication. Mais en même temps, en compensation, s'ouvrent plein de choses plus hautes. Parce que quand on est handicapé, en fait quand on ferme une porte, on en ouvre toujours une autre. Et donc à un moment, si on veut le compenser et pas se retrouver dans un coin à plus pouvoir rien faire, on est obligé d'aller connecter des ressources plus puissantes au-dessus. Donc pour moi, pendant longtemps, la communication, c'était, ça a toujours été ce transfert d'énergie. Mais sauf que je ne sentais pas l'énergie bouger, tout simplement. Mais le dialogue ne pouvait se faire qu'en
qu'en allant contacter l'humain, en fait, alors que c'était pas mon niveau, en redescendant dans quelque chose que j'arrivais pas vraiment à comprendre. Alors que pour moi, beaucoup d'informations avaient déjà été échangées, sans que les mots n'aient eu besoin d'être dits. Et il fallait que je me force à redescendre à ce niveau-là pour jouer une scène qui, pour moi, était déjà jouée. Voilà. Mais sans même sentir l'énergie. Je comprends tout à fait. Christelle, tu voulais dire quelque chose par rapport à ça ? C'est-à-dire que il faut voir que ce journal de Christophe, qui en fait décrit son évolution de l'âge de 23 ans jusqu'à maintenant, en fait commence avec quelque chose effectivement d'extraordinaire pour nous. Je dirais pour nous, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés par la littérature en spiritualité, entre guillemets, c'est de voir quelqu'un qui, au départ, ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est-à-dire quand il a cet éveil de Kundalini, la première chose, parce qu'en plus il a beaucoup d'humour, et ça c'est extraordinaire dans son livre, c'est que la première chose qu'il fait, c'est qu'il va chez le docteur en lui disant, écoutez, soignez-moi, j'ai des hallucinations, quoi, en gros. Donnez-moi des pilules et ça ira mieux après. Et le docteur a beau regarder, il voit rien d'anormal chez Christophe. Et donc je dirais qu'en général, dans les témoignages spirituels, on retrouve toujours des gens qui savent très bien ce qui leur arrive, et quand ils ont un éveil de Kundalini, oui, ils savent ce que c'est, et ils vous l'expliquent en large, en travers, en faisant référence à la mythologie, à la définition qu'on peut trouver ici à droite et à gauche. Christophe, lui, il est très pragmatique, et en plus de ça, il part d'un niveau zéro, je dirais, de connaissance, entre guillemets toujours, en spiritualité. C'est-à-dire qu'il commence par avoir des tas de connexion avec l'invisible, et sans les comprendre, sans comprendre ce qui lui arrive. Et c'est cette prise de conscience qui est extraordinaire, en fait. Parce qu'il part de zéro. Enfin, en fait, il part pas de zéro, évidemment. Personne ne part de zéro. Mais dans son livre, c'est un peu ce que l'on ressent. Au niveau mental, oui, parce que, je ne savais pas ce que c'était. 2, c'était pas recherché du tout. Il y a que j'étais tellement dans une impasse qu'en fait ça a été ma porte de sortie, de dire voilà. Mais en fait au départ ça rajoute plus de problèmes que de solutions. C'est-à-dire que déjà que j'avais des problèmes en 3 dimensions, je me retrouve avec un problème qui est le même en multidimensionnel en fait. Et donc en fait ce que ça a rendu surtout concret, c'est que j'ai pu toucher cette énergie, comprendre qu'en fait l'autre il parlait mais hop son énergie elle avait bougé juste avant et j'avais déjà la réponse. Mais sauf que là, je le touchais, cette énergie était là, elle bougeait. Je voyais bien que les autres, c'était que des tas d'énergie qui croyaient avoir une identité, parce que c'est ça, un humain. Et donc je percevais plein de choses en me disant, en comprenant pas de toute façon, mais en me disant, vu qu'il me renvoie mon image et ma peur, voilà, je vais travailler sur moi. Et en même temps, ce que j'ai peut-être pas dit dans le livre, ce côté noir, c'est vrai que je ne l'ai pas abordé au départ. Parce qu'en fait, ça a été traité pendant les 10 années où j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et que dès le départ, j'ai compris que le problème venait de moi, en fait. Ça a été la thèse de départ. Je veux dire l'information de départ. Dès le départ, ça j'en ai pas parlé par exemple. Je croisais les gens dans la rue, je devenais eux, ça je l'expliquais. Et des fois, si j'étais en colère, je pouvais connecter des niveaux terriblement bas, c'est-à-dire des visions où les films d'horreur d'aujourd'hui, c'est rien. Et si j'étais de bonne humeur, je pouvais monter à des niveaux terriblement hauts. C'est-à-dire que mon humeur déterminait mon niveau de connexion. Et je pouvais croiser des gens. D'un coup, je me voyais en train de les tuer, avec le goût du sang de la personne dans la bouche. Je veux dire, croise quelqu'un, tu as le goût de son sang, puis tu te vois en train de les triper, et c'est jouissif. Et la minute d'après, en train de dire, mais c'est moi qui ai peur, et je pourrais évoluer. Et l'information au départ était claire, et le choix était clair. C'est soit tu t'enfonces encore plus dans ce système, et tu continues à aller dans la peur, soit à un moment t'arrêtes et tu fais marche et tu changes de système. Et tu te tournes vers toi et tu vois que tout ce que tu vois n'est qu'une illusion que tu crées et tu résous cette illusion. Donc en fait le choix je l'ai fait à ce moment-là. Et comme je dis aujourd'hui, l'information que j'ai il n'y avait pas de jugement dans c'est un choix vraiment qui était donné, la peur ou l'amour. Et j'aurais pu faire un très bon tueur psychopathe, l'information était donnée, clairement. Oui. Ou choisir, dire j'évolue à la place sur une autre choix, je dis je travaille sur moi et à un moment je vais rentrer dans une autre logique. Et
Et ce choix-là, je l'ai fait consciemment, quand même, à un moment. J'ai dit, non, moi, devenir un animal, là, j'ai pas envie d'aller encore plus loin dans l'animal ou dans la peur, j'ai pas envie. Je vais quand même faire l'autre choix, même si ça a l'air d'être un sacré boulot de remonter, je vais prendre l'autre côté, voilà. Ça a été conscient. Mais il n'y avait pas de jugement dans ce choix qui m'était proposé, quand même, je le précise, hein. Et l'information très claire, c'est que si moi j'ai fait ce choix-là, un autre a fait le choix inverse. À un moment, obligatoirement. Très intéressant, on va y Voilà. revenir. Christophe Alain, pour ses livres, tome 1 et tome 2, Journal d'un éveil du troisième œil, 90 expériences d'un autodidacte du spirituel aux éditions Interkeltia ou Atlante, puisque maintenant, peut-être que vous pouvez encore trouver dans les bacs l'ancienne formule dont a été édité ce livre, en tout cas pour le tome 1, sachant que le tome 2, comme la nouvelle version du tome 1, c'est aux éditions Atlante, ce qui est même Interkeltia ou Atlante. Journal d'un éveil du troisième œil, tome 2, Esprit et monde spirituel. Ça, c'est pour le tome 2. Bref, ce soir, nous allons parler des deux, ou de rien. Parce que finalement... De tout et rien. C'est très vaste. Alors, on va essayer de redonner un petit peu de logique, entre guillemets, pour les auditeurs qui nous écoutent. Lorsque, avant même que tu aies cet éveil de Kundalini, puisque Christelle a insisté là-dessus, il l'a bien fait, pas nécessaire d'avoir une culture, on va parler de culture, donc d'un savoir encyclopédique sur des livres qui parlent d'ésotérisme, de mysticisme, de spiritualité, de méditation ou que sais-je encore, mais tout simplement, peut-être en tout cas pour toi, quelle a été ta base de départ? Parce qu'on commence le premier tome avec ton désir, avec un ami, Pascal, qu'on retrouvera tout au long des deux ouvrages, un désir d'expérimenter des états d'être. Ouais. Tout simplement. On apprend au fil du temps que tu as eu l'occasion d'aborder des arts martiaux, du yoga, que tu as eu l'occasion d'apprendre, ou en tout cas de voir à travers des livres, la méditation. Encore faudrait-il savoir ce qu'est la méditation avant même cet éveil de Kundalini. Donc j'aimerais que tu nous définisses un petit peu l'état d'être, l'état d'esprit, ce que tu savais ou ce que tu recherchais avant cela, avant cet éveil de Kundalini. Alors avant, je cherchais absolument rien, hein. C'est ça c'est-à-dire qu'arts martiaux, j'en faisais parce que dans ma famille on fait des arts martiaux, donc j'en ai fait une certaine période en sachant que j'ai toujours été très très mauvais, voire puisque j'étais toujours très feignant. Donc en fait, j'ai jamais fait à très haut niveau. Méditation, c'est ma mère, ça lui avait pété d'aller faire du yoga, puis elle m'avait traîné à son cours de yoga à 15 ou 16 ans. Donc en fait, autant dire que j'en avais pas grand-chose à faire. Mais bon, voilà, ça lui faisait plaisir, voilà. Puis on regardait ce pont au plafond, c'était amusant. Voilà. Donc c'est juste à travers le yoga que vous avez, entre guillemets, on vous a appris, tenez, pour méditer, fixer un point. Puis, un cours de yoga quelconque au fond d'une arrière-salle avec un petit prof, voilà, hein, et qui nous dit, il faut fixer un point au plafond et laisser passer les pensées. Et, voilà, le kit il est là. Voilà, et tout démarre de là. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas dormir sur le ventre, enfin que tu ne peux que dormir sur le ventre, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant. C'est plus le cas maintenant, c'est bizarrement à ce moment-là, mais peut-être aussi ça a été la réponse à, comme je le disais, à beaucoup de problèmes, donc forcément à un moment, on obtient les ressources dont on a besoin pour évoluer. Mais c'est vrai qu'à ce moment, pour une raison que je ne comprenais pas, je ne pouvais pas dormir sur le dos, et je pouvais rester 4 heures à regarder ce point, hein, sans le moindre difficulté. Alors c'est ce que tu as fait, et c'est ça qui est assez fascinant, parce que faut quand même le faire. Alors, imaginez, pour tous ceux et celles qui se disent pratiquants, quelqu'un qui, à 20h le soir, après manger, voire s'il mange, décide d'aller dans sa chambre le plus rapidement possible pour se mettre s'allonger sur son lit, regarder un point fixe au plafond, sans bouger les sourcils, et cela pendant 4 heures, pendant 6 mois. Voilà. Donc faites un petit peu le topo, imaginez ça, et d'y prendre plaisir. Pendant 4 heures, d'observer ce point, d'observer les pensées, d'observer les sensations du corps. Bref, voilà. Alors, qu'est-ce qui t'est jouissif à travers... Parce qu'il faut quand même en vouloir. Hein. Il y en a certains qui se disent très feignants et se disent, putain, méditer, c'est dur. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, d'un coup, les ressources ont été là parce que ça a été la solution, apparemment. Donc, en fait, quand on est dans la solution, on connecte toujours la bonne ressource. Et j'étais là, je regardais mon point. Au bout d'un quart d'heure, c'est psychédélique, hein. Il y avait des petites lumières qui apparaissaient partout, donc c'était rigolo au départ, ça m'amusait. Et surtout, comme ça faisait blabla, blabla, blabla dans ma tête tout le temps, là ça se calmait, ça doucement. Puis après, j'avais les larmes qui coulaient, moi je trouvais ça amusant. Puis surtout, ça m'évacuait des trucs, alors c'était très agréable aussi.
Et puis, bon, au bout d'un moment, c'est vraiment, si je décris bien, je crois, le point, ça devenait d'abord, je voyais des espèces de vagues qui partaient du point. Ça, c'était au bout d'une heure quand même, hein, ça fait un certain temps. Et avec de la lumière partout. Et si je restais jusqu'à 3 heures, après, ça faisait un espèce de tunnel en 3 dimensions, ça. C'est-à-dire que vraiment, il y a une espèce de montée en puissance qui se fait dans le temps. Et en fait, le corps disparaît au bout d'une demi-heure à peu près, hein. Donc on est vraiment bien parce qu'il n'y a plus de corps. Et il y a une logique d'accélération, on se sent accéléré très vite sur le lit, donc c'est super trippant quoi. Je suis sur mon lit, je suis bien, je suis détendu, je regarde ces espèces de trucs psychédéliques, et en même temps je me sens accéléré à une vitesse phénoménale, sans savoir où. Donc en fait c'était juste un trip, hein. Sûrement qu'il y en a en fumant, bon bah ils font pareil, sauf que là, bah, moi c'était beaucoup moins cher, je regardais juste mon poing. Non mais c'est vrai, hein, et j'étais bien, et c'était la réponse parce que justement tout le reste m'emmerdait, et que justement j'avais cette peur d'entrer dans la vie, et toutes les raisons qui font sûrement que des gens prennent de la drogue, sauf que moi j'avais pas besoin de drogue, et je regardais un point. Donc c'était aussi simple que ça, hein, aucune recherche à part le bien-être, juste d'être là et de faire ça. Tu étais chez tes parents, tu vivais chez tes parents à ce moment-là? Oui, 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 bien sûr, je vivais chez mes parents. Donc, de cet exercice, donc à fixer un point tous les soirs durant 4 heures pendant 6 mois, au bout du 6e mois, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc c'est là que bah, d'un coup, donc comme je décris, vraiment, donc dans ce trip-là, il faut se voir dans le trip on est, hein. On est là, on accélère très vite, il y a des trucs psychédéliques partout, mais on s'en soucie même plus au bout de 6 mois, hein, c'est normal. Et donc, bah voilà, les joues, en fait, il y a les larmes, elles sèchent sur les joues. Ça fait des espèces de croûtes. Et ben c'est assez rigolo, quoi, hein, au bout d'un moment. Et on est dans ce truc-là, bon, habitué. Puis d'un coup, je me vois une putain de lumière. Enfin, putain de lumière, pardon, hein, Il y a pas de mais souci. je suis un peu nature comme ça, moi. Tout à hein, fait, là-dessus, à pardon. l'image des livres. Mais c'est vraiment ça, c'est cette lumière. Et je dis, mais elle est où? Parce qu'elle est énorme, je la vois. Et donc, je louche vraiment pour regarder, parce que c'était quelque part par là. Et quand je dis centrale nucléaire, il n'y a pas d'autre mot. C'est d'un coup, on explose, quoi. C'est la jouissance à l'état pur qui se répand, mais la jouissance telle que jamais connue, hein, chez l'humain. De bas en haut, et moi, ce que je me rappelle vraiment avec clarté, c'est de sentir tous ces petits fils électriques qui se branchaient partout. Parce qu'aujourd'hui, je dirais, c'est les nadis, en fait, que je sentais. Mais à ce moment-là, je savais même pas ce que c'était. Plein de fils électriques à l'infini qui se branchaient, et moi, je devenais plus que de l'énergie pure, sans forme, dans la jouissance, quoi. Le top. Bon, sauf que, bon, en plus, je brûlais. Alors, normalement, c'était une sensation de brûlure. Je pense pas que chez l'humain, ça existe, sauf quand on est dans un four crématoire. Sauf que là, bah, bizarrement, ça posait pas de problème. Donc, vraiment, une jouissance désincarnée, une sensation bien plus forte qu'une sensation ordinaire dans la matière. Mais en même temps, bon, bah, qui se faisait. Et sur le coup, c'était tellement jouissif que, bon, bah, voilà, on se laisse complètement emporter. Bon, voilà. Et voilà. Et alors, le lendemain, ou je sais pas si tu t'endors d'ailleurs, est-ce qu'on peut s'endormir après une expérience Eh comme ben, ça? c'est très difficile parce qu'en fait, justement, on se met à sentir. En fait, moi, j'étais devenu plus qu'un follow d'énergie, mais en même temps, j'ai commencé à flipper quand même au bout d'à peu près 3 quarts d'heure. Je dis quand même, c'était sympa parce que j'étais habitué à avoir des trucs psychédéliques. Faut le remettre dans le contexte, hein. Donc je disais, c'est juste une bizarrerie de plus, quoi. Sauf que ça s'arrêtait pas. Alors je dis bon, demain ça va se calmer. Enfin, je vais dormir. Donc du coup, je me tournais sur le ventre pour dormir. Donc je me tourne sur le ventre, je réussis à peu près à m'endormir. Et puis c'est le lendemain que j'ai flippé grave quand même. Parce que j'étais toujours dans le même état, sauf que je brûlais plus, c'était l'avantage. Par contre, bah, là j'étais vraiment bien désincarné, hein. C'est-à-dire qu'en fait je débordais de partout, hein. J'étais à 20 cm, 30 cm, 40 cm du corps en sensation. Je nageais dans un océan d'énergie. Et puis, donc vraiment, voilà. Et je marchais, puis ça brûlait, des fois c'était froid par terre. Enfin, je sentais en fait plein de courants d'énergie qu'il y avait partout, hein, mais je comprenais pas ce que c'était. Moi, je nageais dans l'océan. Il n'y avait pas d'autre mot. Un océan d'énergie, Ah, avec des vraiment. sensations chaud, froid, ça brûle, ça picote, ça Des chatouille. courants dans tous les sens, des trucs, à plus savoir trop ce qu'on est, parce que c'était la première fois que je débordais du corps, je savais pas que c'était possible, en fait. J'étais dans la lune, mais je m'étais jamais senti. Tu sens le toucher en dehors du corps. Tu dis, tiens. Alors donc le corps, c'est pas moi. Donc, t'avais Ouais, vraiment, là, pour tu donner un vois, quoi. exemple, pour toucher un objet, tu n'avais même pas besoin de toucher avec ta main physique, tu sentais comme si tu touchais l'objet à Voilà. 5, 10, 15, 20 cm. Mais pas forcément dans la même dimension. Alors c'est ça qui est un petit peu... C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas comme si je touchais dans la matière, c'est que au départ, c'est comme, là j'avançais la main, et puis à 40 cm, je touchais le bord du verre. Alors j'étais là, je dis, non, je peux pas toucher le bord du verre là. Sauf qu'en fait, ça s'arrêtait parce que je butais contre quelque chose, moi. Mais c'était peut-être pas dans la même dimension. Mais sauf que à ce moment-là, moi, j'y comprenais rien.
je butais sur plein de trucs comme si je les touchais. Et puis voilà, mais je comprenais pas du tout ce que c'était, donc c'était la lutte totale. Mais en étant bien réveillé en plus, hein, donc pas shooté. Hein. Donc tu travaillais déjà à cet âge-là, après que ça t'est arrivé, tu travaillais en tant que programmeur? Non, non, là je faisais mes études à ce moment-là. Donc l'avantage de la fac, on a tellement de temps pour faire plein de conneries. Donc Alors, justement, j'avais beaucoup de temps, ça tombait bien. alors, dans ce sens-là, ce qui peut être intéressant de voir, une fois qu'il t'arrive ça, c'est que, alors, tu parles d'un médecin, Christelle, mais je crois que c'est un psychologue que tu C'est vas un voir. psychologue que mes parents sont médecins, je précise. Donc c'est ma culture. D'accord, donc, Donc pour moi, dans la famille, on est plutôt athée. Les curés, bon, ça fait triper personne. Mais tout le monde est médecin. Donc moi, mon réflexe, c'est je vais voir un psy. Puisque quand ça va pas, on va voir un psy dans ma famille. Ce que j'ai pas précisé, c'est que j'avais cette sensation d'énergie. Et quand je suis sorti dehors, par contre, là, c'est là que le trip, il allait au paroxysme. C'est que le monde n'avait plus la même forme. C'est ça, en fait, qui m'a le plus fait disjoncter au départ. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passé d'un monde tout moche et tout gris, sauf que je ne le savais pas avant, hein, à un monde où il y avait des lumières partout, quoi. J'étais passé en haute définition, quoi. Et en plus, j'avais le mental qui disjonctait. C'est-à-dire qu'en fait, mon cerveau, il comparait les images. C'était la même rue, mais vraiment, c'était en HD, quoi. Donc lui, il comparait l'image toute pourrie d'avant et celle-là, et ça bloquait dans ma tête. Je sentais ça coinçait. Non, c'est le même endroit, mais c'est pas le même. D'accord. Et vraiment, le bad trip, quoi, complètement. Mais surtout, c'était jouissif, c'était devenu tellement beau. alors qu'est-ce qui était beau, puisque quand tu dis c'est pas le même, qu'il était moche avant, Et ben maintenant, je peux bien le définir avec des mots, puisque oui, je l'ai maintenant, compris ce que ça oui. correspondait. Les couleurs étaient devenues beaucoup plus puissantes, simplement parce qu'il y avait eu un nettoyage. La Kundalini avait cramé plein de problèmes dans le corps émotionnel. Donc au lieu que le monde soit tout gris, et ben, quand on nettoie le corps émotionnel, le monde, les couleurs reprennent leur puissance, et la jouissance qu'elles inspirent rien qu'en les regardant. C'est-à-dire que la couleur par elle-même est une jouissance et une puissance qui se répand en nous, rien qu'à la regarder. Et en plus de ça, comme il y avait aussi des schémas mentaux qui avaient sauté derrière, le monde avait pris du contraste, parce que quand on travaille, on nettoie le mental, le contraste devient beaucoup plus puissant. Donc en fait, au lieu d'être sur un truc peu contrasté, le monde a tellement de profondeur en plus, avec des couleurs qui sont une jouissance à regarder, on est au paradis. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est notre perception du monde qui a été nettoyée, tout simplement. Sauf que comme ça s'est fait d'un coup avec la Kundalini, on fait un saut d'un monde dans un autre, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Sans compter toute l'énergie. Puis en plus, effectivement, je croisais les gens. Là, je devenais les gens. Là, c'était vraiment. Puis je les buvais, j'avais leur goût. Là, c'était dans le sens de leur Oui. énergie unique. C'était Oui. vraiment. T'as mis un certain temps avant de saisir, de comprendre que toutes ces pensées, aussi sombres soient-elles que aussi bénéfiques, ne venaient pas forcément de toi. Alors, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est ce qui était le contraste. C'est que d'un coup, je m'apercevais que le monde était devenu fabuleusement beau, alors qu'avant, il était tout moche. Donc déjà, moi j'avais cette expérience-là, de dire mais le monde n'est pas solide, ça n'est qu'une image que je vois, et qui peut changer de forme en plus. Et en plus de ça, j'avais rajouté par-dessus ça la perception de l'énergie, par tous les sens. J'avais le goût à ce moment-là même. Le goût, le toucher, la vue, enfin j'avais tout quoi qui s'était rajouté par-dessus. Donc en fait, j'avais fait vraiment un saut de l'enfer au paradis, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, sur le coup, mon réflexe a été de dire je suis devenu complètement barjot. Je n'ai pas dit que c'était. Et je vais aller voir un psy parce que je ne vois pas à qui je vais aller demander si c'est normal que d'un coup le monde soit psychédélique. Tout simplement. Voilà. En sachant bien qu'à ce moment-là, j'avais déjà. Je sentais que quand même, il pourrait pas. Mais il fallait que j'essaye, c'était ma culture. Donc. Donc tu y vas. 10 séances, me semble-t-il, de Une mémoire. vingtaine, facile, Une hein, quand vingtaine, même. ouais. Parce que lui, il m'écoutait, hein, donc moi, et puis en plus, après une expérience comme ça, on a besoin de parler, hein, je confirme. Et ça tombait bien, moi, le psy, j'y arrivais. Parce que justement, c'était la culture médecine. Et je pouvais très difficilement parler à beaucoup, mais à deux, ça passait à peu près. Et en plus, chez le psy, ça touchait bien les bons circuits. J'arrivais à communiquer, donc c'était blabla. Et voilà. Donc le gars, bon. Et Écoutez. il y a une anecdote chez le psy, je m'en souviens, c'est que Ouais. tu t'es mis à lire ses pensées. Alors non, en fait, je l'ai à ce moment-là. Alors effectivement, il faudrait que je rajoute encore cette perception. Vraiment, je suis passé de. Bon, quand je dis beaucoup de perception d'un coup, c'est vraiment ça. C'est effectivement les gens parlaient et au départ, c'était dans leurs mots que je percevais leur structure mentale. C'est-à-dire que pour moi, il y avait plein de phrases cachées dans le mot et les phrases c'était ah ben c'est le grand-père là qui l'a traumatisé à tel âge. Et c'était marrant parce que comme j'avais une culture justement médecine et psychologie, parce que ma mère faisait parler de psychologie, elle adorait ça.
Et ben moi ça se traduisait comme ça. Donc j'avais l'info comme le psy, sauf que j'avais la bonne info. Et lui il parlait, quand il disait les 3 mots, moi je disais oh tiens lui il a ce problème à cet endroit. Alors c'était mortel parce que moi je voyais tous ces problèmes, je disais bah tiens c'est dommage, hein. Si c'est moi qui faisais la consultation je pourrais sûrement lui dire où ça cloche quand même. Mais bon en même temps je pouvais pas, bon voilà, puis c'était moi qui faisais la consultation. Et, euh, et donc, ce qui s'est passé effectivement à un moment, je lui expliquais justement ce coup-là que ce qui me saoulait, moi, c'est qu'il venait des pensées et quelqu'un les disait à côté. Et ça m'énervait. Parce que je disais, mais est-ce que c'est moi qui dis ce qu'il voulait dire, enfin qui pense ce qu'il voulait dire, ou est-ce qu'il a dit ce que je pensais? Ça m'énervait prodigieusement. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que c'est toujours l'œuf et la poule en même temps, hein, que tout est synchronisé. Mais bon, à ce moment-là, c'était saoulant. Je comprenais pas. Et donc, à un moment, je lui explique cette expérience aussi en disant, bah, voilà, des gens ils parlent, et puis je pense un truc, des gens le disent dans la pièce, c'est saoulant. Et je lui explique ça, et juste à ce moment, après je pars sur autre chose, je parle de ma soeur, machin, et puis je m'arrête et je lui balance un truc, mais d'ailleurs je suis pas schizophrène, je pense, parce que ça cadre pas. Pourquoi j'ai dit ça, je savais pas. Et sauf que c'était ce qu'il était en train de penser, et juste 10 minutes avant dans la séance, je lui avais expliqué que quand quelqu'un pensait à un truc, je le disais, ou que c'était l'inverse. Donc il était face à l'expérience démontrée sous ses yeux. Et là, j'ai senti sa structure s'effondrer. Mais vraiment. J'ai vu que j'avais touché un pilier et j'avais le gars en face. C'est comme si tu sens que le mec qu'il va devenir dingo sous tes yeux, quoi. Alors du coup, bah, j'ai dit, mais vraiment. Alors donc j'ai dit, j'arrête d'insister parce que là, il va devenir fou, là. Il va changer de, il va changer de sens dans le bureau. Donc je m'arrête. Puis bon, bah, j'ai arrêté après Les ça, séances, quoi. mais d'ailleurs, il a confirmé que tu n'étais pas schizophrène. Ben voilà, parce que justement, après, il m'a dit, mais c'est ce que j'étais en train de penser, puis après, il s'est lâché. Il m'a dit, bah voilà, tu peux pas être mythomane, ça fait 20 séances que tu me racontes la même chose. Un mytho, au bout, il change d'idée tout le temps. Puis il me sortait tous les trucs et il me disait, mais tu corresponds, en gros, Ah, rien, je j'ai peux rien aucune pour toi. case pour toi, Tu rentres rien. t'as Nulle part. sûrement des problèmes qui ont l'air réels, hein, sauf que je peux rien faire pour toi. Effectivement, parce que mon problème, maintenant que je peux le diagnostiquer, c'était que j'étais complètement désincarné. Sauf que c'est pas un psychologue ou un médecin ou un psychiatre qui va aller te dire que tu as un problème de désincarnation sévère. Alors, on peut justement, là d'ailleurs, ça sera un bon point pour la suite. Qu'est-ce que quelqu'un de désincarné? Alors, après on peut le tourner dans plein de sens, hein. Mais si je vais au plus simple, on est bien d'accord on est en train de regarder un film. Notre réalité, enfin, ce qu'on appelle notre Chacun réalité. dans son petit monde à lui. Ça, c'est une assurance. C'est-à-dire que c'est un jeu en réseau. Chacun est sur son ordinateur à lui, donc son monde à lui. Chacun est dans sa salle de cinéma personnelle. Il y a des liens, mais ils ne sont pas au niveau qu'on croit, ils sont à des niveaux très hauts. Au centre, on a une étincelle divine, la seule chose qui soit réelle, en fait. Quand tu dis au centre, c'est vraiment le centre C'est chakra le du centre. cœur. C'est C'est peut-être. ce que tu appelles le centre, parce que tu as pointé en même temps Ouais, avec le doigt. sauf que chakra du cœur, c'est en 3 dimensions. Peut-être que c'est un niveau dimensionnel tellement haut qu'en fait, c'est le centre de l'univers qu'il y a là. Mais ça, c'est très compliqué à l'expliquer comme ça. C'est à un certain niveau dimensionnel, tout l'univers est à l'intérieur de nous. Et en fait, là, je parle du centre de l'univers, en fait. Sauf que c'est juste une étincelle. Quand on le perçoit à un niveau dimensionnel très haut, c'est un très gros soleil, en fait. Donc c'est en fait cette étincelle divine qui projette tout le reste, qui projette le film autour. Notre réalité, ce qu'on Notre appelle réalité notre en 3 réalité. dimensions. Donc on est au cinéma en 3 dimensions, projeté à partir du centre. Même le corps est une projection. Quand on est bien incarné, le but du jeu, c'est quand même, parce que notre nature, alors ça je suis obligé quand même de l'expliquer, elle n'est que vacuité, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on est? On n'est rien. Sauf que ce rien-là, il est peut-être beaucoup de choses. Mais donc on a besoin de rien en soi. On est des êtres totalement sans forme et totalement omnipotents au départ. Et à un moment, si on descend dans un film, si déjà on se projette un film dans la salle de cinéma et qu'on descend dedans, c'est pour s'amuser dans ce film. Donc à un moment, on va s'incarner dans un corps, même si c'est bon, voilà. On va se limiter, on va dire tiens, je suis que le corps, puis je dépasse pas du film, je vais pas aller dépasser sur les meubles parce que sinon c'est pas amusant. Je vais être qu'un seul personnage. Et je vais en plus rentrer dans un ressenti physique de ce corps qui passe par des sens qui vont être construits de manière relative. Est-ce qu'on peut parler d'un avatar? Un peu comme C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un avatar, on crée le tout. On est le tout, en fait. On fait juste semblant d'être qu'un petit bout. Parce qu'avatar, il y a une logique de projeter quelque chose. Et là, non, on descend dans quelque chose, on fait semblant d'être un bout du film. Et en plus de ça, on construit des perceptions par des sens humains qui ne sont qu'une construction de lumière. Donc notre esprit humain n'est qu'une construction de lumière lui aussi.
et qui sert à s'expérimenter de manière relative. Parce que notre nature est infinie au départ. Elle ne peut pas être finie. Donc elle se contente de... Donc elle descend dans cette logique-là. Donc quand on parle d'incarnation, un humain, c'est quelqu'un qui est connecté au ciel et qui est connecté à la terre. Donc à la pulsion de mort en haut et à la pulsion de vie en bas. Quand cet équilibre est bon, on est bien incarné. Quand en fait le bas est plus puissant que le haut ou suffisamment puissant. S'il y a une connexion trop puissante à la pulsion de mort, donc au monde spirituel, et pas assez puissante en bas, on va commencer à se désincarner. C'est-à-dire qu'en fait, on va commencer à perdre les sensations et la jouissance parce que c'est la jouissance de la vie. Donc on va prendre de la distance et par contre accéder à la connaissance, parce qu'en haut, dans le monde spirituel, il y a toutes les connaissances. Il n'y a pas la jouissance, mais il y a la connaissance. Donc voilà. Et on va être dans un certain plaisir énergétique qui peut aller très loin, hein, mais qui est d'une très grande douceur en plus, hein, parce que le monde, c'est très doux la mort. Hein, mais c'est en même temps, ça n'a rien à voir avec la jouissance de la vie elle-même. Voilà, c'est deux choses très profondément différentes. Et l'humain doit se tenir entre les deux, entre un mélange de cette jouissance d'être, d'exister, et puis de cette connaissance de lui-même. Voilà. Donc s'il y a un déséquilibre, on va se désincarner. Et beaucoup de gens, par exemple, vont avoir un souci, genre je vois le monde à partir au-dessus de ma tête, par exemple. Mais ça, ils vont pas aller le dire à un médecin. Ça, c'est les gens, c'est ceux qui viennent chez moi pour me dire, bah voilà, là, effectivement, on peut regarder le degré d'incarnation de la personne et voir si on peut faire quelque chose ou non. Après, ça dépend, parce que la personne a le libre arbitre. Si elle est dans cet état, c'est que c'est une expérience. Voilà. Et après, mais on peut des fois l'aider à réintégrer un petit peu la matière, quoi, hein, en trouvant ce qui fait qu'elle a fui la matière, en fait. Alors, ce dont tu viens de parler était nécessaire, mais on aura l'occasion d'y revenir et beaucoup plus en profondeur sur finalement ce que nous sommes et comment on fonctionne dans ce grand jeu qui est la vie. Et puis des dimensions, bref, de tout et de rien. Cela étant dit, de cette expérience, puisque tu as un ami, Pascal, avec qui tu partages ce trip de pointer un point au plafond, de faire ces expériences comme ça, quand il t'arrive cette montée de Kundalini, où ton monde change, tu lui en fais part, j'imagine. Alors ce qui se passe en fait, c'est que lui, il médite pas du tout. Hein. S'il regarde un point 3 secondes, il ronfle la 4e seconde à peu près. Donc en fait, lui, il fonctionnait pas comme ça trop au départ. Il se trouve qu'il a quand même un ressenti énergétique. Donc moi, c'est ce qui m'a rassuré au départ, c'est quand j'en parle avec lui, je dis tiens, moi je ressens plein de fumée qui monte du sol. Bon, à ce moment-là, c'était sûrement les nœuds de je sais pas quoi, hein, parce qu'on a plein des trucs qui montent du sol. Et je dis tiens, regarde, là, moi je peux toucher ça. Et lui, il touche, il me dit ouais, effectivement, c'est là. Après, je lui dis bah tiens, vas-y. Et puis lui, il touche ailleurs, il dit tiens, il y en a un là. Et je touche, ah ouais, il y est. Et là, déjà, atterrissage, je dis je suis pas en train de délirer complètement, il y en a un autre qui voit comme moi. Donc ça m'a fait un bien fou. Ah oui, parce que sinon, c'était quand même tout seul. c'est bien sympa, mais je suis tout seul dans mon trip. Ça va être dur de partager avec quelqu'un. Et là, vraiment bien. Puis après, il s'est avéré que lui, il avait un peu les mêmes peurs que moi. Il voulait travailler sur lui aussi. C'est bien fait, hein, on rencontre les gens qui conviennent. Hein. Et surtout, lui, il était vraiment très très bon médium au départ. Dans le sens, pas médium clairvoyant, mais dans le sens avoir l'information. Alors que moi, au départ, j'étais dans cette mélasse. Des fois, je me retrouvais avec un soleil dans la tête, tellement je connectais des tubes, puis j'avais plein de trucs. Et le lendemain, je me levais, je disais, tiens, ça serait bien d'aller faire tel truc. Sauf qu'au départ, je me suis trouvé super intelligent. Hein. Ou alors, je disais, tiens, cette nuit, j'ai pensé qu'il fallait faire ça. Puis j'ouvrais un livre et il y en a un autre qui disait pareil. Un truc de spiritualité, monsieur truc, je comprenais même pas ce qu'il racontait. Mais il disait, tiens, c'est marrant, ça, cette nuit, j'en ai rêvé qu'il fallait faire ça. Donc ça me paraissait intéressant. Il y en a un qui dit comme moi, en fait. Ah oui, parce que j'ai beaucoup d'ego au départ. Il disait, tiens, j'ai plein de super idées qui arrivent, je suis super intelligent. Sauf que je les avais pas lues, donc au départ, je disais, tiens, c'est bizarre, il y a plein de gens qui disent comme moi. C'est rigolo. Alors justement, tu décides en même temps, puisque le psy, pas de réponse. Voilà. Pascal, il confirme certaines choses sur le domaine énergétique. Ouais. Tu décides d'aller à une librairie et puis de prendre toutes sortes de bouquins pour essayer de peut-être saisir, comprendre. Enfin, tu sais pas, finalement, ça te paraît être la porte qui pourrait t'expliquer quelque chose. Voilà, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, moi, j'allais plus en cours, hein, on comprend bien, là, de toute façon, j'étais complètement halluciné. Je me disais, mais j'étais transporté entre... vraiment, je disais, tiens, il y a une porte fabuleuse qui s'ouvre à moi, ça veut dire que personne ne comprend rien au monde,
Ce qu'on m'a enseigné, je veux dire, dans ma famille, on m'a enseigné que, voilà. Et là, il faut quand même que j'explore ça, parce que c'est quand même une portée énorme. Donc le reste, j'en ai un peu rien à faire, je m'occupe que de ça. Et donc mon idée au départ, c'est de dire, tiens, je vais aller voir le rayon ésotérique, parce que moi, chaque fois, je rigolais, je disais, ils ont fumé la moquette, les gars. Et là, je disais, bon, ben ça va, vu que maintenant, moi aussi, j'ai fait fumer la moquette, je dois pouvoir aller lire comme eux, a priori. Et en fait, moi, je disais, ce qui m'intéressait, c'était pas du tout le livre de Morachma, machin, c'était le témoignage de Dupont, tout simplement. Je disais, tiens, Dupont, machin. Et donc, c'était des livres totalement anodins, hein, que certainement personne n'a jamais lu. Sauf que moi, j'étais attiré vers ceux où les gens, ils racontaient vraiment des expériences, en fait, bizarrement. Et j'ouvrais le truc, et le gars, il comprenait rien à ce qui lui était arrivé. Mais par contre, moi, quand je lisais le truc, je voyais sa structure en fait, comme s'il était chez le psy en train de raconter sa vie, et je voyais, bah tiens, oui, là c'est vrai, là c'est pas vrai, et ça me paraissait évident, donc j'avais toutes ces informations-là. En fait, en regardant l'expérience de l'autre, je pouvais voir, connecter ce qui était vraiment vrai et ce qui n'était pas, ce qui était sa construction. Ça, c'était mon premier outil de départ. Et même que ce soit écrit dans un livre, il suffisait de rien pour que je le voie, en fait, tout simplement. Mais à ce moment-là, j'avais encore besoin d'un support. Donc, lire le texte de la personne, c'était très puissant pour moi. J'avais accès à beaucoup d'informations. Et en fait, en passant par l'inconscient de la personne à travers son texte, je comprenais ma propre expérience en retour. Que lui-même ne comprenait rien, hein. De toute façon, ce qu'il écrivait, c'était complètement à côté, souvent. Mais par contre, il avait vraiment vécu. Donc, du coup, je pouvais aller connecter l'information qui était intéressante pour moi derrière. Alors, puisque tu nous dis que suite à cette expérience, tu te dis toi-même comme étant désincarné, tu as connecté quelque chose qui te fait voir la vie en rose, façon de parler. Pas forcément, hein. Il faut bien comprendre que c'est des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis de mauvaise humeur, à cette époque-là, ça allait encore, hein. Mais par exemple, des fois, je m'asseyais à un endroit, ça me cramait, je pouvais pas rester. Parce que pour moi, il y avait un feu allumé sur le canapé du copain, quoi. Et je voyais pas comment expliquer au copain que son canapé, il cramait. Je passais dans la foule, il y avait plein de choses sympas, mais en même temps, les dépressifs à 10 mètres, ils me brûlaient, quoi. Euh, Après, il y avait alors plein de choses super sympas à 23 ans, hein, parce que en fait, moi, je deviens les énergies, puis les énergies sexuelles, il y en avait partout. Donc, puisqu'avec ça, hein, dans la matière, c'est la mère de toutes les énergies. Donc en fait, moi, c'était la partouze géante, hein, dans le métro, c'était fabuleux. Surtout quand c'est très jouissif parce qu'on devient la jouissance elle-même. Donc là, c'était vraiment, ça, c'était le côté sympa. Après, il y avait des côtés pas sympas. Des fois, j'allais dans des endroits, ça me brûlait, ça cramait, c'était froid, c'était piquant, c'était glacial. Mais j'avais pas de mots à mettre dessus. J'avais surtout pas envie d'en mettre. C'était déjà assez le bordel comme ça, et puis j'avais pas du tout envie de savoir. Il me venait d'ailleurs au départ même pas à l'esprit qu'il pouvait y avoir quelque chose là qui faisait que c'était comme ça. Pour moi, c'était un océan. Dans l'océan, bah, il y a des courants chauds, des courants froids. Savoir si c'est parce qu'il y a un plongeur qui a pissé la minute d'avant. Enfin, c'est un peu ça, hein. Ou savoir qu'il y a un truc qui se trimballe là, que c'est chaud, bah, je veux pas savoir. Alors, Voilà. alors comment t'incarner suite à ça? Parce que tu as des ressentis, tu t'es connecté à quelque chose, des fois agréable, des fois désagréable, qualifié comme tel en tout cas, qu'on pourrait. Des pensées qui ne sont pas les tiennes, mais ça tu le découvres plus tard. Mais ce sentiment que tu nous expliques, à savoir d'être entre guillemets désincarné, de pouvoir t'envoler à n'importe quel moment, il te faut un support pour t'enraciner, avoir le sentiment de pouvoir vivre avec tout le monde. Qu'est-ce que je fais de toutes ces sensations? Qu'est-ce que je fais de tous ces ressentis? Alors en fait, il faut comprendre aussi un truc, c'est par contre, je quittais jamais mon corps, hein. C'est-à-dire j'étais en voyage astral, entre guillemets, permanent, mais par contre une peur énorme de toute façon, vraiment là, à ce moment-là, je pense que c'était la plus grande peur que j'avais. C'est de me décentrer par rapport à l'image. Je voulais vraiment rester centré sur le corps, hein, parce que c'était vraiment terrifiant pour moi. Et j'ai compris que plus tard que c'était en fait justement le seul ancrage qui m'avait, au-dessus, t'es malin, il m'avait collé ça. C'était justement pour pas que je me barre ailleurs, sinon le corps il mourrait dans un coin, hein, de toute façon, c'était obligé. Donc, donc ça a été bien fait, hein. J'avais une peur qui me servait justement à pas m'en aller. Et c'était mon seul ancrage. À ce moment-là, je comprenais même pas que j'étais désincarné. Donc pour moi, c'était juste l'ouverture sur un monde fabuleux. J'ai un naturel autiste, donc la notion d'identité, ça me dérangeait pas plus que ça. Il y a plein d'autres gens qui auraient certainement disjoncté en devenant les autres en les croisant. Moi, j'étais déjà habitué à avoir cette idée de pas trop d'identité, donc c'était pas gênant. Je comprenais tout le monde d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, quand je croisais quelqu'un, ben, je voyais le monde à partir de sa structure. Donc en fait, il avait toujours raison pour moi, c'était super simple. Parce qu'en fait, tout le monde a toujours raison, hein, c'est ça qui est rigolo, de son point de vue relatif. Et donc en fait, moi ce qui m'intéressait, c'était juste d'enlever ces peurs et de comprendre comment évoluer. Donc au départ, c'est passé par beaucoup d'ego et
Donc au départ, je disais, je veux comprendre comment ça marche, juste pour avoir du pouvoir. Ça marchait comme ça. Donc j'essayais tous les livres d'ésotérisme que je croisais, machin. Sauf qu'en fait, comme toujours, pour moi, ça a toujours été comme ça. Toutes les techniques écrites, ça a toujours rien donné, hein. C'est-à-dire, en gros, disait faites tel rituel de magie. Donc je disais, tiens, alors je me trimballais dans la rue, je pensais à mon pied, j'avais tout un torrent, toutes mes énergies se foutaient en vrac et partaient dans le pied. Donc il fallait que j'arrête de. Ma survie, c'était j'arrêtais de penser, tout m'obéissait, quoi, en énergie. Par contre, si j'essayais d'utiliser la technique à la con du livre de magie machin, alors là, c'était un pipi de chat dans l'océan. Ça donnait rien. Et il m'a fallu très longtemps pour comprendre que c'était la différence entre l'intention et la volonté. C'est-à-dire que quand j'utilisais le livre, j'essayais d'utiliser mon mental, c'est normal. Et que quand je laissais faire, j'étais dans l'intention, donc dans les mouvements d'énergie. Et que c'était deux mondes tellement différents que de toute façon, l'écrire, ça sert à rien. C'est à vivre. Voilà. Donc à ce moment-là, j'étais en recherche de pouvoir, tout simplement, hein, en disant, c'est bien, je sens plein d'énergie, je vais pouvoir faire des choses fabuleuses. Mais j'ai déchanté très vite d'abord, parce que je me suis aperçu que tout le monde manipulait l'énergie tout le temps, mais pas consciemment. Mais ça change rien, tout le monde le faisait quand même. C'est-à-dire qu'en gros, les gens faisaient juste semblant de ne pas voir qu'ils le faisaient. Ça, c'était vraiment énervant. Alors, justement, est-ce que tu peux nous expliquer, je pense que c'est important là, parce qu'on va parler certainement du pouvoir de l'intention. Et de tous ceux et celles qui nous écoutent, puisqu'on le fait inconsciemment, et de l'importance que cela a sur soi-même et notre entourage. Alors, de ce que tu en as compris, petit à petit, bien entendu, et de l'importance que c'est de pouvoir l'utiliser, ce pouvoir de l'intention, mais en conscience. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais essayer de le définir avec des mots, en sachant qu'attention, si c'est pas vécu, bon, ça va être compris, hein, mais la volonté, on va essayer de mettre une pression constante sur quelque chose. Mais ce qui va se mettre en branle, c'est le corps et un niveau assez bas du mental. Donc même si on a une volonté énorme, on va pouvoir, moi je le voyais en direct, hein, on va pouvoir faire bouger 3 grammes d'énergie. En se concentrant comme un malade, c'est un peu comme si on pisse dans l'océan, je résume. Mais ça donne rien, parce que pisser dans l'océan, ça ne change pas l'océan, hein. Quand on est dans l'intention, on est sur un niveau de conscience plus haut. C'est le niveau des sorciers, des magiciens, des druides, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est réel. Dans ces niveaux-là, je pose un battement d'aile de papillon dans l'océan, et je m'en désintéresse. Et ma structure inconsciente fait le reste. Et ce battement d'aile devient un tsunami. Parce qu'en fait, voilà, ça marche comme ça. Mais sauf que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai la foi dans une part plus élevée qui va prendre le relais, et mon mental s'en désintéresse complètement. Mais ma foi prend le relais. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus haut, la foi. Je sais que ça va se faire. Et donc ça devient vraiment un tsunami qui emporte beaucoup de choses. Sauf que cette manière de faire est elle-même problématique à un certain niveau. Parce que dans cet océan d'énergie, qui n'est que nous-mêmes, hein, en entier, hein, c'est le bordel, c'est plein de courants, parce que c'est nous qui mettons le bordel constamment. Si je rajoute des intentions, ça part, et puis je prends des chocs en retour. C'est un peu comme si ça allait contre le bord d'une cuvette, et puis ça me revenait dans l'arrière, en retour sur moi. Donc je suis traité comme je traite les autres, à ce niveau-là, exactement. Sauf que je ne le sens pas forcément immédiatement si je ne perçois pas vraiment ce qui se passe à ce moment. Et en plus de ça, je fous un merdier monumental dans cette énergie. C'est-à-dire que au lieu de résoudre mes problèmes, j'en rajoute en fait. J'agite encore plus le bocal. Voilà. Donc il y a des niveaux encore plus hauts que ça, hein, et qui eux ne posent plus de problèmes. Mais voilà, avoir conscience que l'intention, tout le monde en pose inconsciemment, c'est ça le truc, hein, aussi. Mais c'est l'inconscient qui met des intentions constantes en fonction de sa structure. Ça interagit constamment avec tout le reste. Et c'est vrai que ça agite beaucoup le bocal. Voilà. Essayez de rentrer dans une logique de magicien, de sorcier, de machin. Alors à un moment, ça peut être une porte d'entrée. Puisque moi ça a été la mienne aussi, hein, quand même, au départ, la logique de... Voilà. Sauf que le retour de bâton, il y sera. Et c'est lui qui va nous faire évoluer, en fait. C'est le contre-coup. En sachant qu'en fait, cette intention ne fonctionne que parce qu'une part beaucoup plus élevée accepte de nous laisser jouer à ça, à un moment donné. Juste pour qu'on évolue. Elle dit, tu veux du pouvoir, tiens, je t'enfile, vas-y, je te laisse le contrôle. Tu veux contrôler ça? Tiens, je te laisse le contrôle de ça. Et ça va de plus en plus, hein, voilà. En sachant qu'à un moment, si on va au paroxysme de cette expérience de sorcier, à un moment, l'univers dit, tiens, voilà, tiens ça, vas-y, contrôle. Et tu te perçois, toi, t'as des tornades multidimensionnelles et un grain de poussière au milieu, en équilibre, c'est toi. Il dit, tiens, je te donne le contrôle des tornades, vas-y. Et là, je peux te dire que tu rends le contrôle immédiatement.
Et donc cette expérience de je veux contrôler, je veux contrôler, je veux contrôler, même par l'intention, hein, elle va aller à son paroxysme, donc ça va être le sorcier, jusqu'à ce qu'il renonce, quoi. Voilà, qu'il ait compris qu'il fout la merde dans son système et qu'il sert qu'à ça, en faisant ça, et qu'il rende donc cette capacité-là à une part plus élevée. Voilà. Lorsque tu continues je dirais, à expérimenter, puisque tu es dans une certaine mesure désincarné, euh, là tu nous montres ouais, que bon, bah, tu as voulu expérimenter voilà, l'ego, le pouvoir, du fait, à la rigueur légitime, quelqu'un qui se réveille du jour au lendemain avec ce genre de ressenti, quand on voit à l'heure actuelle combien sont ceux et celles qui, dans le domaine de la spiritualité, entre guillemets, ou de l'ésotérisme, mettent une pancarte à un cabinet, n'importe quoi, et qui se disent, parce qu'ils ont une connaissance ou un savoir qui est tout relatif, certes, mais qui leur offre du pouvoir sur les autres, d'une certaine manière, ça pourrait être, ou ça pourrait paraître jouissif, mais comme tu viens de le dire, retour de bâton, attention. Mais cela étant dit, quand toi, tu as compris que ce genre de jeu t'était très facilement retourné, puisque pour toi, les énergies, tu les sens réellement, Ah ouais, donc, de surcroît, en c'est direct. direct. Donc voilà, plutôt que de se brûler, de mettre de l'huile sur le feu, on se retire relativement rapidement. C'est comme ça qu'on apprend. C'est sur l'avantage de l'expérience, d'en faire l'expérience. Pour toi, c'est très concret. Alors, de tes perceptions, là, on parle d'énergie, il y a un moment donné où est-ce qu'on peut dire que alors, on va parler des elfes, on va parler des gnomes, des lutins, des fées. Alors là aussi, c'est un autre monde, et ça fait partie de l'évolution de ton premier tome, notamment la communication avec les plantes. Et en fait, c'est ça le truc dans ce livre, en tout cas le premier, c'est qu'on part de quelque chose de très rationnel, où tout à chacun peut s'y reconnaître, et puis sans qu'on perçoive où, à quel moment, quelle page, on ne sait pas, parce qu'il y a une petite brique qui vient se rajouter, une petite brique qui petit à petit, à chaque expérience, fait qu'on rentre dans un monde qui est ce qu'on pourrait appeler surréaliste, une autre réalité, c'est vraiment ça où le mental, pour le coup, là, il est obligé de décrocher. Et en même temps, ce qui est intéressant, on pourrait se dire, mais tout ce qu'on peut voir, que ce soit les mythologies, les archétypes, toutes ces... alors, Tolkien, pourquoi pas, les gnomes, les fées, les lutins, les druides de l'ancien temps, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui fait partie de la littérature, quand on parle des anges, des démons, quand on parle des dragons, bref, on peut parler de tout, de rien, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui a existé peut-être à une certaine époque et qui n'existe plus à l'heure actuelle. C'est vrai, la manière dont Tolkien a créé ces histoires épiques pourrait nous laisser envisager qu'il y a eu une époque très reculée de l'humanité où cela a existé et qu'au fil de l'évolution de l'humanité, ça a disparu. Alors, quid? Comment est-ce que ces premiers contacts, je dirais, avec les différents règnes est venu? Comment est-ce que tes perceptions se sont accoutumées à cela? Comment est-ce que toi-même, tu as pu comprendre que, eh bien oui, je suis en communication avec d'autres réalités, mais qui sont très réelles, puisque je les côtoie, et peut-être qu'à un moment donné, on pourrait peut-être se dire, mais est-ce que c'est pas moi qui me parle à moi-même ou qui me fait des films? Alors voilà, c'est ça qui est très intéressant, c'est que donc au départ, donc j'ai expliqué cette période sorcier donc qui a duré un certain temps, mais pas très longtemps en fait, hein, parce que ça marchait pas. Donc donc et en plus j'avais accès quand même à des informations qui disaient pour moi, mais pour moi c'était moi qui étais super intelligent. C'était ça va, j'ai compris, il faut que je travaille sur mon ego. Je suis trop intelligent, j'ai compris, la clé c'est ça, voilà. Donc je ne travaillais que ça, je n'ai travaillé que ça pendant 10 ans. Et je ne voulais pas savoir ce que je croisais dans l'énergie. Parce que de toute façon, et en fait, j'avais une part au-dessus qui servait de garde-fou, hein, je m'en suis rendu compte après, qui disait clairement, là mon gars, on te récupère plus là. Si tu vas voir ce que tu es en train de croiser là en ce moment, ça va pas le faire. Donc vaut mieux rester sur quelque chose de bah, qui est voilà. Vaut mieux que tu vois pas, tu fasses pas la mise au point. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Puis à un moment quand même, j'ai commencé à comprendre que si je voulais continuer à évoluer, il fallait que je commence à accepter. euh, pour moi, les humains que je croisais, c'était que des tas d'énergie qui se croyaient des individus. Donc pour moi, ils n'existaient pas en tant que ce qu'ils croyaient être. Clairement, c'était qu'un tas dans l'énergie, hein. Donc je voyais bien quand même que j'étais pareil. Ça, c'est le plus flippant. Je me suis dit, attends, mais si l'autre il n'existe pas, c'est que moi non plus. Et, euh, et à un moment, j'ai compris très vite qu'au final, vu que je devenais tout, je parlais toujours qu'avec moi-même.
Ça c'est encore plus compliqué. Même avec un humain dans la matière. Ouh, ouh, ouh. Donc c'est des choses quand même que doucement j'ai compris. Parce que ma perception est toujours passée par une logique de non-duel, dans le sens, c'est-à-dire que je devenais les choses et ensuite je reprenais un point de vue pour avoir une idée de ce qui s'était passé. Donc quand je rentre dans une pièce qui a un esprit, en fait je deviens une partie de la pièce et l'esprit qu'il y a dans la pièce et moi aussi en même temps. Donc je deviens le tout. Et donc j'ai une idée très claire des intervenants de la pièce. Mais peut-être parce que je suis devenu la scène en fait à un moment. Et ensuite je me retire là. Donc pour moi, de toute façon j'étais déjà la scène. Donc c'est pas un problème. Après, l'idée c'est de dire pour évoluer maintenant, dans ce jeu-là que je joue, même si à un moment pour moi c'était pas vraiment un jeu, mais j'étais là puis c'était de plus en plus concret. Pourquoi? Pas parce qu'au-dessus il commençait à me faire de la mise au point. Mais bon, t'as juste une mélasse d'énergie multidimensionnelle, puis de temps en temps il y avait une sphère d'énergie qui se pointait, j'avais un tube qui se reliait sur moi, je me prenais 2 tonnes de lumière dans la tête, puis ça se barrait. Et après j'avais plein d'informations qui arrivaient. Tu voyais la sphère de Ah oui, lumière? oui, je la voyais, je la touchais, elle me connectait, c'est un peu comme toi si je te vissais un tube, hein, parce que quand je te dis que j'ai des perceptions énergétiques vraiment plus puissantes que mon toucher de la matière. Hein. Donc moi on me vissait un tube, je prenais 2 tonnes de lumière et en plus j'avais des informations après. Donc j'ai commencé doucement à accepter, dire il y a un truc qui vient d'arriver qui m'a donné une information. C'est quoi, c'est comment, je veux pas savoir. Voilà. Et puis petit à petit en écoutant le ressenti, j'ai commencé à être... donc c'est là que j'ai rencontré, bon c'est une vraie, pour moi donc une clairvoyante, hein, donc je décris dans mes expériences. C'est des gens que je supporte pas au départ. J'ai une expérience psychologique moi. Au départ je travaille sur du psychologique, puisque c'est mon éducation. Donc moi la voyante avec les petits anges, ça me fait pas super rêver. Mais à un moment, je travaille sur moi, je dis je suis pas plus con qu'un autre, je vais appeler une voyante par téléphone, tout le monde dit qu'elle est super, et on va voir ce qu'elle fait réellement, puisque moi je vois ce qu'elle fait. Et donc j'ai cette dame, très bien, puis elle commence à... Puis je vois bien, à des moments elle parle, et il n'y a plus de structure mentale derrière. Et ça c'était super Tu ne flippant. perçois pas chez elle de structure Voilà, mentale. et ça c'était super flippant. Je disais, non, là c'est pas elle qui parle, elle parle. Et puis 2 secondes après elle redit une phrase, là c'est elle. Il y a de la peur derrière, je l'entends. Et enfin je perçois cette structure de peur en fait qui est derrière. Et puis après elle rebalançait un truc, et puis c'était toujours... Ben non, il n'y a pas de peur, c'est pas possible, c'est pas un humain qui parle. Et ça au départ c'était flippant. Donc je dis, bon, elle connecte vraiment quelque chose. Je veux pas trop savoir quoi, mais... Et puis la dame, elle est très gentille, puis elle dit, tiens, il y a un archange qui arrive. Et moi, j'ai un truc monstrueux au-dessus de la tête. Je fais, ah, c'est quoi ce truc qui vibre à une fréquence pas possible? Ah bah tiens, là, il vous refait le coronal parce qu'il est mal fait. Et moi, je peux te dire que je le sens quand on me refait le coronal. Le truc, il te trifouille tout, il te remet tout. Et puis ah ouais. Et elle disait, moi je disais, bon, j'aurais dit, elle fume la moquette, mais sauf que moi, je le vivais en direct live de l'autre côté du fil, quoi. Donc, et puis, je disais, bon, bah, ah ouais, effectivement. Puis d'un coup, il y avait, je percevais plein de choses en plus. Tiens, je suis monté d'un niveau dimensionnel de perception en plus derrière. Parce qu'en gros, je percevais à 20 cm. Tiens, maintenant, je perçois à 70, 80. Et puis même, dit, ah, tiens, j'ai plus de distance d'un coup. Je me perçois sans distance. Et l'autre, elle était, ah, bah là, on vous a ouvert le monde spirituel. Machin, puis pour moi tu m'enlevais, c'est comme si tu m'avais enlevé 10 couches de cellophane et d'un coup il n'y a plus de distance partout. Je dis ah ouais, elle utilise des mots que j'aurais pas utilisés, mais c'est bien la même chose qu'on perçoit, c'était un peu comme Pascal. Sauf que elle le dit dans un autre référentiel que moi, sauf que ce qu'elle voit c'est réel, je le vis. Elle a raison, j'ai ouvert un accès à quelque chose qui n'a pas de limite, ça doit être ça le monde spirituel, et depuis effectivement je peux aller toucher ces énergies qu'on appelle anges-archanges, ouais, je peux aller les toucher, alors qu'avant je ne les percevais pas dans l'océan. Voilà. Donc à ce moment-là, déjà, ça a commencé à basculer doucement. J'ai commencé à accepter de dire, ben, ce gros tas d'énergie qui discute avec moi, qui me donne une information, qui trafique mon corps quand j'ai besoin d'aide, ou qui, ben là, il y a une énergie qui me plaît pas, ben lui, hop, l'énergie, elle s'approche, j'ai pas envie, lui, il se met au milieu, il la recule, et puis je dis, tu peux pas m'aider? Il fait, tiens, je la renvoie d'où elle vient, il n'y a pas de souci. Et ah ouais, elle est plus là. D'accord. Donc tu vois bien que quand même, il y a une conscience, ça discute, mais en même temps, pour moi, l'information qui a été très claire, c'est de dire, j'accepte non seulement que je suis dans un océan d'énergie, mais que tout cet océan d'énergie est plein de consciences qui sont imbriquées les unes dans les autres. Pour moi, l'information était très claire. Parce que pour moi, l'archange, quand je lui posais la question, la notion de hiérarchie, tout ça, ça n'existait pas. Il disait, mais pourquoi tu prends soin de moi? Bah, parce que t'es moi. Lui, il répondait cash, quoi. Il disait, bah, t'es moi, je prends soin de toi. Donc tu l'entendais là pour le coup. Disons que l'information, je l'avais. Bah oui, parce que ça s'était développé à force de bosser sur moi, tout simplement. J'avais déjà l'information, mais elle était sans forme. C'est pas des phrases, hein.
Mais l'information, clairement, c'était ça. C'était mais je t'aide parce que t'es moi. Et donc, en fait, après, j'ai développé des techniques. En fait, j'ai compris tout bêtement. J'ai dit, parce qu'en fait, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Martinez, lui, qui est clairsentient. Et l'info, elle était simple. Tu lui dis, si j'ai bien compris l'information que tu m'as donnée, mets-toi là, et sinon, tu te mets là. Et toi, tu tâtes. Tu peux pas te rater un archange, tu peux pas le louper. Hein. S'il est à droite ou à gauche, il y est, quoi. Et donc, en fait, comme ça, en faisant des recoupements, j'ai pu affiner ma clairaudience, tout simplement. Simplement en lui disant déplace-toi de ce côté si je suis sur la bonne info, mets-toi au milieu si je comprends à moitié mais je suis en train d'interpréter avec des trucs à la con, ou mets-toi à gauche si j'ai rien compris. Voilà. Alors, plusieurs questions sur cette notion d'ange, d'archange. Ouais. Par où commencer? La première serait de savoir, puisque suite à la communication avec cette voyante, elle te dit donc qu'il y a un archange qui est là, toi tu le sens au moment où elle te le Ouais. dit, de surcroît, ce n'est pas elle à un moment donné qui parlait, Mhm. donc la question serait de savoir qui parlait à travers elle, est-ce que tu l'as su ou pas? Ça c'est une autre question. Mhm. Et autre question serait de savoir, est-ce que le travail qu'a fait l'archange sur toi, est-ce qu'ils les font, ces travaux, sur nous tous, à notre insu? Si oui, dans quelle mesure finalement est-ce qu'il il nous aide à évoluer? Alors, je vais peut-être répondre dans l'ordre. Alors, effectivement, elle a mis le mot archange dessus. Et moi, j'ai dit, bah tiens, cette énergie qui vibrait de façon à un niveau au-delà de tout ce que je connaissais, qui de toute façon m'était apparue quand j'avais perçu l'infini, en fait, donc la logique pour moi de monde spirituel, j'ai dit, bah, cette énergie, je vais partir du principe dans mon mental, je vais faire une case, je vais dire ça, archange, je connais. C'est tel type d'énergie. Quand je tombe sur ce truc énorme, je sais que c'est un archange. Voilà. Donc je suis parti sur cette thèse au départ. Donc j'aurais pu l'appeler, je sais pas quoi, hein, mais ça paraissait à peu près logique. Et il répondait bien. Je lui disais, est-ce que ce mot-là te convient pour t'appeler? Je lui demande de se déplacer, il va dire oui. C'est généralement comme ça qu'on m'appelle, en gros. C'est parce que lui il s'en fout, hein, tu peux l'appeler comme tu veux. Voilà. Donc ensuite, si j'ai bien suivi, oui, est-ce qu'il travaille sur tout le monde? Oui, sauf qu'il respecte le libre arbitre. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une demande qui soit faite. Donc si tu as une énergie, déjà tu sais pas qu'elle existe, tu y crois pas, puis tu demandes pas, il fait pas. Après, ce qu'il fait à demande, certainement pas. C'est-à-dire que toi, tu vas pouvoir demander d'évoluer, il va t'aider, des fois en te mettant des coups de pied au cul aussi, hein, d'ailleurs, accessoirement, énergétiques, hein, mais qui sont réels. Et ou alors ou en refaisant des choses, mais c'est pas la demande, c'est lui, il va t'aider à te réaliser. Il va jamais aller contre ton libre arbitre, premièrement. Il va jamais prendre d'avis pour toi. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai archange, un ange, hein, d'ailleurs. Il va toujours te renvoyer sur ton libre arbitre et tes choix à toi. Et en même temps, il va par contre t'aider tout le temps dans tes choix, quels qu'ils soient. Que tu te crois gentil ou méchant, lui il s'en fout. Lui il est non-duel. De toute façon, il peut revêtir tous les aspects. Si tu veux qu'il soit méchant, il peut prendre l'aspect du pire démon que tu puisses imaginer. Et si tu veux qu'il soit sympa, bah et voilà. Mais lui, il est au-delà de cette notion de bien et de mal. Il, il est juste là, en gros, il joue son rôle. Il joue son rôle et il résout des problèmes d'ordre spirituel. Voilà. Donc, c'est très compliqué d'interagir avec ce type d'énergie si on n'a pas déjà des perceptions assez claires et si on n'a pas une idée claire de son choix d'évolution. Parce que des fois, il est à côté, tu te fais démater la gueule, il n'intervient pas. Et la question, eh ben oui, c'est le plus sûr moyen pour que tu évolues, donc je te laisse évoluer, je ne vais pas t'empêcher d'évoluer. Donc tu t'en prends plein la gueule et puis. Donc c'est pas dans l'idée de l'ego qui va intervenir. Et il te prendra souvent un contre-pied et surtout il va toujours te faire recentrer. Oui, donc prier entre guillemets un archange pour avoir la bonne santé, pour avoir lui, puisqu'il est dans le non-duel et que la seule chose qu'il veut, c'est de te C'est- faire évoluer, il va. Respecter tes choix. Peut-être pas, même si tu veux ne pas évoluer, hein, ce qui est différent. Alors, respecter tes choix, Libre arbitre. d'accord. Alors, qu'est-ce que ça sous-entend quand on dit respecter tes choix? Admettons que je souhaite être en bonne santé. C'est un choix. Est-ce qu'on peut dire que c'est un choix? Alors c'est ça qui est très compliqué avec le mental, c'est le mot choix. Il y a plein de gens, ils disent j'ai fait un choix, puis tu vérifies, non, il n'y a pas de choix qui a été fait. C'est encore pire. Alors et encore, on n'est pas dans l'intention encore, hein. Bah non, c'est le gars, en fait, il a trois structures qui sont mises sur ce choix-là et qui ont déjà pris une décision pour lui. Et si on ne va pas enlever ces structures dans l'inconscient, il n'est pas capable de faire des choix conscients sur ce Alors, problème-là. développe s'il te plaît. Alors la maladie, tu vas avoir 2 tonnes de croyances qui sont inscrites dans ton inconscient. Si tu veux avoir un choix conscient sur la maladie,
il faut être allé enlever toutes ces croyances-là. Et on est sur du lourd, hein. On n'est pas on n'est pas dans du mental, on est sur du causal, c'est-à-dire ce qui crée tes croyances profondes qui sont directement créatrices de l'histoire dans laquelle tu es. Donc si tu es dans un monde où la maladie, on t'a enseigné toute ta vie que ça marchait comme ça et pas autrement, tu as intérêt à beaucoup bosser pour toi pour atteindre des niveaux où tu peux enlever les croyances qu'il y a dessus, qui font des choix automatiques pour toi. Après, il faudrait comprendre à quoi sert la maladie. Parce que c'est une évolution des fois, hein. C'est d'ailleurs meilleur des fois. Et ensuite, il faudrait comprendre quel intérêt tu aurais de l'enlever. Si tu enlèves cette maladie, est-ce que ça va pas te rajouter des événements que tu n'as pas envie de vivre du tout? Est-ce que cette grippe, c'est pas mieux que d'être obligé d'aller analyser toute ta dynastie et de lâcher le rôle de souverain dans ta dynastie? Et que cette grippe, elle t'évacue en 3 jours, là où tu passerais 6 mois à faire des recherches spirituelles pour nettoyer tout ce merdier. Voilà, donc la maladie, c'est une évolution. Donc c'est notre perception duel, et bien évidemment, moi quand je suis malade, je suis pas content, hein, c'est bien évident, qui pose problème. Si on veut résoudre la maladie, il faut d'abord aller comprendre le sens non duel de la maladie, comprendre dans le cas particulier dont on parle à quoi correspond la maladie, quel est son message, est-ce qu'il peut être remplacé juste par une information ou une évolution qui se fait spontanément. Voilà. Et si c'est le cas, est-ce qu'on peut demander ça? Ouais. Mais encore Qu'est-ce que faut-il fait le un savoir. guérisseur? Il fait ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par l'information plus haut, il va les nettoyer plus haut. Et si c'est bien fait, normalement, la personne peut résoudre sa maladie. Sauf qu'arriver à un niveau où on peut guérir physiquement une maladie comme ça, il faut y aller tôt le matin, parce qu'il faut comprendre le message d'amour de la souffrance. Et ça, il faut y aller. Hein. Personnellement, je ne m'amuse pas. Hein. La seule chose que je peux faire dans une certaine mesure, c'est accepter que d'un coup, j'ai des os qui bloquent, parce que souvent, après, ça va être justement... attention, quand on va dans un sens, on va aussi dans l'autre, toujours. Si j'obtiens un pouvoir conscient sur la maladie, ça veut dire que des fois la solution c'est de déclencher spontanément une maladie instantanément. Un blocage. Exemple, à un moment, alors, plus tu vas, là il faut connecter la Terre quand même, hein. Là je te décris des montées vers le ciel, mais plus tu vas connecter la Terre, plus en fait ton ressenti va redescendre vers le corps aussi. Sauf que tu vas commencer à sentir tes molécules, tes cellules, tu vas pouvoir discuter avec tes cellules, avec tes os, voilà. Et eux, ils vont avoir des messages précis. Tu es en train de travailler sur quelque chose, d'un coup, tu as ton genou qui bloque et qui te fait un mal de chien, hein, mais aller aux urgences. Hein. Tu écoutes le message, tu laisses passer et ça se débloque instantanément. Tu dors la nuit et tu te démets 3 côtes en dormant la nuit. Hein. En fait, tu écoutes le message et puis ça se remet. Tu l'écoutes pas, tu vas chez l'ostéo, il te remet droit, tu ressors, tu fais un faux mouvement, ça se redécale. Donc la maladie, c'est ça. C'est un moment, tu acceptes que si ça devient des choix conscients ou semi-conscients, eh ben, ça va aussi être un message qui va t'arriver spontanément d'un coup. Où tu es là, d'un coup la vue se brouille. Et je veux pas voir quelque chose, si tu arrives à voir l'info, parce que en gros il y en a un autre qui t'aide, hein, parce que sur soi c'est mission impossible, il te résout ça, 2 minutes après la vue est revenue. Tu vois, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de collaboration avec le corps, avec l'esprit, mais en même temps, on réalise que ce corps-là, il a aussi une conscience, que même le doigt, il en a une, que tous les organes, ils en ont une, qu'ils ont tous des messages à faire passer, et que bloquer, c'est le meilleur message qu'ils peuvent faire passer, des fois. Oui, encore quand tu nous dis que, par exemple, le genou, il a une information à faire passer, un message, encore faudra-t-il savoir comment écouter le message. Je suis sûr qu'il y a plein d'auditeurs, ils sont assez familiarisés à la radio, pour dire, bah ouais, j'aimerais bien communiquer avec mon corps quand j'ai mal à mon petit orteil. Ce qui est très intéressant, c'est, alors, soit on est clairvoyant, ça c'est toujours la même problématique, hein, et on sait discuter avec ses os, ce qui est quand même pas courant. Soit, c'est vrai que, alors, moi il y a un bouquin que j'aime bien, c'est de Michel Oudoul, dis-moi où tu as mal, je te dirai ce que tu as. Et qui est souvent assez pertinent sur la raison, parce que le gars, il a justement bien étudié le rapport entre l'élément du corps, la maladie, et le message qui est caché derrière. Et effectivement, c'est une piste intéressante qui est derrière. Mais il n'empêche qu'à un moment, il faut bien accepter qu'on est des humains, à un certain niveau d'évolution, et qu'à notre niveau d'évolution, le corps, il s'exprime en bloquant. Et que vouloir cesser d'être humain et faire un saut quantique dans des niveaux qui sont 10 000 ans en avant, c'est pas possible comme ça. Donc on ne peut qu'avancer doucement et accepter et comprendre aussi que tant qu'on passe pas par l'acceptation de ce fonctionnement du corps, on est toujours en opposition avec lui, donc jamais en collaboration, et donc les blocages sont de plus en plus forts. Ce qui est intéressant quand justement on accepte doucement de collaborer avec lui, peu importe, hein, en disant tiens ça a bloqué, bon il y a un message, je vais chez l'ostéo, peut-être que lui va pouvoir décoder d'ailleurs, parce que souvent l'ostéo ou l'acupuncteur, ils vont être dans cette logique de comprendre
le lien entre voilà. Et si, au lieu de prendre un antidouleur, j'écoute le message à la place, au lieu de dire ta gueule au corps, hein, parce que c'est ce que ça veut dire l'antidouleur, et ben peut-être que effectivement ça va pouvoir se débloquer. Voilà. Mais on est bien d'accord qu'à un moment, des fois, ça bloque parce que c'est la meilleure solution d'évolution. Et à notre niveau relatif d'ego, de survie, donc hein, ça fait toujours chier quand ça bloque. Hein, donc on n'a rien à faire de l'évolution spirituelle dans ces moments-là. Mais c'est pas trop le choix des parts plus haut. Donc voilà. Alors, quand tu mentionnes la différence entre l'ange et l'archange, Ouais. au niveau de l'énergétique, alors tu nous disais que, alors c'était par rapport au choix, me semble-t-il, l'archange nous aide à éventuellement choisir, tu nous disais, et pas l'ange? Non, j'ai pas dit ça. Excuse-moi. Alors, non, mais je veux dire, il n'y a pas de souci. Il y a différents types d'énergie qu'on va appeler ange et archange. Moi, quand je les check, c'est énergie extraterrestre que ça répond en face. Ça répond pas du tout la même chose. Énergie extraterrestre ou non terrestre, ça veut dire c'est nous-mêmes dans des niveaux d'évolution vachement plus haut, beaucoup plus haut. Sauf que c'est dans du relatif quand même. Donc les 3/4 des gens qui channelisent ou qui communiquent avec des archanges communiquent en réalité avec des énergies non terrestres. Qui correspondent à ce qu'on peut imaginer, hein, fabuleusement, des consciences énormes d'énergie, des galaxies en conscience. Allez, si tu veux une idée de ce que peut être un archange dans ce niveau d'évolution dans le relatif. Un vrai archange, un vrai ange se tient dans l'absolu. Il est de dimension infinie. Il ne descend jamais dans du relatif, il ne s'incarne jamais. Donc cela, on ne les perçoit que quand on a ouvert la notion d'infini dans ses perceptions. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Et c'est quand on commence à percevoir l'infini. Ce qui veut dire aussi qu'on est obligé, pour les percevoir vraiment, de percevoir le sans forme, qui est un niveau au-dessus de l'énergie. Donc là, on rentre dans la notion de vacuité, de silence, de conscience absolue. Et c'est cette conscience-là qui est capable de ramener l'information, parce qu'au niveau énergétique, de toute façon, le plus petit des anges, il vibre pour nous à la même fréquence qu'un archange, vu que c'est le maximum qu'on puisse supporter de toute façon. Donc il va se mettre toujours à la fréquence qu'on peut supporter, pour pas qu'on grille rien qu'en essayant de le toucher. Voilà. Mais à un moment, il faut comprendre qu'on est obligé de passer encore par un niveau au-dessus pour concevoir ce genre d'énergie qui nous dépasse complètement. Et passer par la part absolue qui sait tout pour avoir l'information. Sinon, c'est pas si simple de savoir à quoi on s'adresse. Voilà, tout simplement parce qu'à un moment, on est très vite dépassé, nous, au niveau vibratoire. Hein. On n'est pas grand-chose hein, dans l'évolution. Donc, il y a plein de choses. Conscience est beaucoup plus puissante que nous. Et voilà. La notion d'ange, c'est, si je décris ça en termes relatifs, donc ceux qu'on appelle anges, mais qui en réalité sont des êtres relatifs, ça va être une planète en conscience, si je te le décris au minimum de compréhension pour nous. Un archange, ça va être une galaxie en conscience. Un Bouddha, ça va être un univers en conscience. Voilà, pour avoir une idée de niveau d'évolution. Donc, quand tu parles à une galaxie en conscience qui considère qu'elle-même est consciente de toutes ses planètes et de tous ses habitants, et qu'elle est le moindre microbe de chacune de ces planètes, elle va aider tout le monde, puisqu'elle dit tu es moi. Moi, l'image que j'avais la plus simple, c'est de dire, imagine tu es une poussière sur une molécule dans le pied, d'une molécule du pied, et l'archange, c'est l'énergie du pied. Bah oui, il prend soin de toi, t'es lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a une logique de conscience imbriquée, de plus en plus grande, en poupée russe, et multidimensionnelle en plus. Donc très très difficile à comprendre pour notre esprit. Et en sachant que toi, plus tu vas contacter ces niveaux dimensionnels, plus ton corps devient quelque chose de... Parce que toi-même, pour atteindre ces niveaux, ton corps n'est plus un corps en 3 dimensions. Donc quand tu communiques avec une fée qui se tient en 7-8 dimensions, qui est un être déjà très proche de nous, hein, qui gère en fait des grilles de réseau sur la planète. Donc une fée, très clairement, tu vas en trouver dans les régions, tu vas en trouver à des endroits précis, et en fait, pratiquement partout, elles quadrillent des réseaux. Leur tâche, c'est quoi? C'est maintenir en gros la vie que les plantes poussent, quoi, hein, entre autres. Enfin, voilà, mais plus que ça encore. 7-8 dimensions, ça veut dire que ton corps, déjà, c'est un temple à ce niveau-là. C'est quelque chose dans 7-8 dimensions, c'est immense. Et l'esprit, quand il vient t'aider, il visite ton corps. Et lui, il visite un monument. Quand tu dis l'esprit de la fée? Oui, la fée, tu discutes avec, elle te dit tiens, t'as un problème, un chakra, je peux te le résoudre. Elle va rentrer dans ton corps. Et puis tu la sens, à ma perception, hein, tu sens qu'elle te visite comme si t'étais un immeuble, quoi. Et elle te trimballe à droite à gauche, tu sais pas ce qu'elle fout. Mais il n'empêche que, ah ouais, ça s'est remis droit, ça va beaucoup mieux. Voilà. Puis après, elle ressort, elle fait voilà, je t'ai refoutu ça droit. Donc ça, c'est un certain niveau dimensionnel. Archange, t'es sur du niveau infini. Donc tu regardes à l'intérieur, il y a l'univers quand tu regardes dans ces niveaux infinis. Et tu vois plein de planètes, plein de trucs. Ouais, t'es l'univers entier, quoi.
Donc tu vois ce que je veux dire, c'est en même temps que toi tu perçois, tu es obligé toi de devenir toutes ces choses-là. Hein, c'est un petit peu difficile à expliquer. C'est pour ça que euh, expliquer au jour le jour comme je le faisais, c'est vachement plus simple à comprendre parce que c'est mon vécu du jour. Alors que là, je suis en train de te donner avec du recul et des perceptions qui ont largement augmenté et qui regardent de vachement plus haut, quelque chose qui est justement qui serait très difficile à comprendre en fin de compte, si pas vécu. Voilà. Vous êtes à l'écoute de la radio ici maintenant 95.2 par Île-de-France, ici maintenant.com pour nous écouter, nous regarder via internet. Ce soir avec nous Christophe Allain, A2L AIN, journal d'un éveil du troisième œil, 90 expériences d'un autodidacte du spirituel, ça c'est pour le tome 1 aux éditions Interkeltia ou Atlante, vous pouvez le trouver dans les deux éditions, ou toujours de Christophe, Journal d'un éveil du troisième œil, tome 2, Esprit et monde spirituel, celui-ci aux éditions Atlante, avec Christelle Seval pour représenter ce soir les éditions Atlante ou Interkeltia. D'ailleurs, on rappelle le site Interkeltia. www.interkeltia.com pour acheter les livres de Christophe par exemple. Par exemple, ou les grandes librairies, mais vous avez la possibilité de les avoir moins chers, me semble-t-il, via directement le site internet. Moins cher, c'est-à-dire que je fais 5% de réduction comme Amazon. À partir d'un certain nombre de livres aussi, je ne fais plus payer de frais de port. Mais surtout, je tiens quand même à dire aux gens que ça nous aide énormément de passer par le site parce que quand les gens achètent en librairie, en fait, le réseau de distribution prélève 60% du prix du livre. Voilà. Ah oui, c'est énorme. Et c'est pour ça que quand les gens achètent chez moi, en fait, les auteurs touchent plus en pourcentage, et moi aussi, et ça nous aide à vivre. Voilà. Bah oui, tout simplement. Oui. C'est QFD. Je propose pour les auditeurs, alors déjà on a fait un premier pas, si on peut dire ça comme ça. Un petit saut quantique. Un petit saut quantique. On va ouvrir le standard pour les auditeurs qu'ils aient l'occasion de poser des questions, sachant qu'on fera à nouveau une coupure où on aura l'occasion d'aborder d'autres éléments. Allez, juste avant d'aborder les elfes, etc., j'aimerais qu'on puisse, si tu le veux bien, parler des pets névroses. Ça m'a beaucoup amusé, ce que tu faisais avec Pascal. Donc ça, c'était durant les 10 années où tu as eu l'occasion, après ta montée de Kundalini, de vous amuser avec Pascal, nous dis-tu. Voilà. Ah, mais vous étiez des bourrins. Hein. On était des bourrins. Ouais, des bourrins. Hein. Pet névrose. Donc, maso, quand même, là. Qui n'a pas des névroses? Bah voilà, alors donc Christophe et son ami Pascal s'amusaient à faire ces pet névroses. Alors qu'est-ce que ça veut dire que pet névrose? Sachant que en même temps, il y a cette connexion que tu fais très rapidement. C'est un outil que tu as utilisé quasiment dès le début de cette aventure, que tu utilises encore dans le deuxième tome. C'est à savoir la connexion avec ton toi du futur. Ah oui, il faut parler des ouvertures temporelles. Oh, alors là, c'est plus un saut quantique qu'on va faire. Ouais. Je vais d'abord parler du pet névrose parce que c'était le début. Il faut comprendre qu'on était dans un monde très différent, même si les gens ne le perçoivent pas, le monde où on est en telle transformation, qu'en fait, il y a une facilité depuis... qui est abominable. Hein. Tous les mois, on fait des sauts d'évolution tellement énormes que... À l'échelle de l'humanité, là. Ah ouais, à l'échelle collective. On en reparlera aussi, ouais. Voilà, mais ça, on pourra en parler. Et savoir dans quel sens ça se fait, surtout. Parce que personne ne regarde au bon endroit, comme d'habitude. On regarde surtout... voilà. Ce qui est intéressant, c'est à ce moment-là, c'était beaucoup plus dur de faire bouger quelque chose. Parce que c'était normal, on était dans un cycle obscurantiste. On commençait à peine la fin de ce cycle-là. Et le but du jeu, c'était pas de résoudre les problèmes comme ça. On pouvait tout juste commencer à le faire, voilà. Donc en fait, nous, ce qu'on faisait, c'est que on disait, on va aller résoudre tel problème parce que j'ai tel comportement qui m'énerve. Hein, je vois bien que là, mon comportement est abominable et puis j'ai envie de le changer. Ça partait de là. Donc l'autre se mettait en face et disait, on va parler de ça. Alors moi, je fonctionnais complètement différemment de Pascal. C'était vraiment, je faisais parler par Pascal. Puis j'écoutais, je disais, tiens, là j'ai vu la structure. Donc on va aller la toucher pour lui faire un peu mal. Donc hop, je disais les mots qui allaient toucher la structure. Donc lui il sortait le mouchoir parce que je peux te dire qu'il pleurait direct. Parce que t'as beau être costaud, on touche la structure, je peux te dire tu pleures. Hein, ça, voilà. Et on insistait, jusqu'à ce que, à un moment, ça sautait tout ça. Mais ça pouvait durer 1h30, 2 heures.
et l'autre il en chiait quoi, hein. C'était vraiment un côté maso. Pascal, lui, qui était à ce moment-là vraiment bien meilleur que moi sur la clairaudience parce que justement il s'en foutait de tout alors que moi je voulais tout contrôler avec le mental. Et ben il sortait son jeu de runes là, et puis il faisait ses tirages qu'il avait inventé lui hein, en plus, hein. Puis d'ailleurs c'était énervant pour le mental parce que genre il me sortait deux fois les mêmes runes à chaque fois, puis chaque fois il interprétait différemment. Sauf que c'était juste à chaque fois, bah oui parce que c'est pas la rune qui est importante, c'est ce qu'on connecte derrière, bien sûr. Et lui donc il utilisait ce truc-là, puis sortait les schémas, et on était parti du principe on va retrouver l'événement de l'enfance qui provoque La névrose. en sachant que ça marche peut-être pas comme ça, hein, d'ailleurs, c'est ça qui est amusant. Mais sauf que c'était une porte d'entrée. Et puis ça tombait bien, moi la psychologie, Freud, tout ça, ça me parlait parce qu'on m'en avait parlé quand j'étais petit. Donc c'était une porte d'entrée pour moi. Voilà. En sachant que ça marche peut-être même d'ailleurs pas du tout comme ça, c'est ça qui est assez amusant. Mais pourtant on arrivait quand même à faire sauter des schémas, parce que quand même l'intention y était, puis on trifouillait jusqu'à... En gros on bidouillait comme des malades hein, sur nos esprits. On était vraiment calus quand même à l'époque. Et on repartait en vrac, enfin c'était... Bon, voilà. Et on y passait un temps fou quoi. Voilà. Alors ça c'est pour le pet névrose, pour le truc fun. Voilà. On peut dire ça Mais on comme y ça. gagnait, hein, on y gagnait parce que quand même, on partait un peu en vrac, mais on avait lâché quelque chose quand même. On sentait qu'il y avait une rigidité qui était partie, donc on arrivait à des résultats. Sinon, on n'aurait pas continué, hein. Et on n'avait que ça comme outil, donc voilà. Alors comment alors, sachant que alors ce qui est aussi important, tu parlais à un moment donné de cette voyante que tu contactes, sachant aussi que tu as rencontré une autre alors, thérapeute, voire plusieurs même d'ailleurs, Mm. dont une qui t'a retourné façon de parler, qui elle t'a dit clairement qui tu étais, ce pourquoi tu étais là. Alors, disons que elle, ce qu'elle m'a sorti, c'est mes constructions spirituelles. C'est ce que j'explique. Donc, qui sont bien réelles, hein, à un certain niveau de perception, et qui sont des clés de mon monde spirituel. Donc, en fait, elle m'a donné le moyen d'aller visiter mon monde spirituel et d'aller connecter effectivement ce que je dois aller connecter dans la matière. La clé du soi, pour moi. Parce que druide, bon, moi ça me fait toujours pas plus rêver qu'avant. Je me balade dans la forêt avec des gens, certes, d'accord, je dis pas le contraire. Effectivement, les énergies primaires, bon, d'accord, bah, on pourrait dire druide, voilà. Sauf, effectivement, le mot me hérisse toujours autant parce que c'est pas ma culture, voilà, tout simplement. Mais bon, à un moment, elle m'a donné ces clés-là avec ces mots à elle. Effectivement, comme ben, moi je percevais pas comme elle, mais ça me parlait, puis j'avais voilà. Ça a été quand même l'occasion pour moi d'accepter justement, et ben, d'isoler donc toutes ces énergies que je percevais, dire ben, maintenant que je connais le goût de cette énergie, je sais que ça c'est un elfe, voilà. Mais j'ai pas envie de lui donner plus de forme que ça, en sachant que j'aurais pu le faire. C'est-à-dire que j'ai des perceptions aussi visuelles, mais que j'ai toujours laissé volontairement embrouiller, parce que sinon, pour moi l'information était claire de toute façon, de dire si ça tu déverrouilles, là tu disjonctes vraiment. Parce que c'est une chose de savoir qu'il y a une énergie, c'est bien, ça n'a pas de forme, c'est tellement bien. Si on sait que c'est un gars en face, c'est vraiment compliqué. Surtout quand il te visite de l'intérieur, c'est vraiment très chiant. Voilà. Ouais, ou d'avoir un troll à côté de soi. Il y a ça, voilà. C'est-à-dire que tant que tu restes sur une notion d'énergie, c'est gérable par le mental, pour moi en tout cas. Si ça rentre dans une notion de je sais très bien que c'est conscient, que ça a une existence qui me perçoit différemment, Qui est visuel de surcroît. voilà, mais j'ai pas très envie à ce moment-là de rentrer là-dedans. Même aujourd'hui, c'est pas quelque chose, c'est terrain glissant. Moi, j'y vais très moyennement. C'est une énergie, c'est très bien. C'est le mot, il me convient très bien. Mais derrière, il y a un vrai être conscient. Donc ça a été pendant longtemps. Il y avait une culpabilité, hein, parce qu'ils me rendaient service et tout. Et moi, je disais, mais je veux même pas leur accepter une existence consciente en sachant qu'elles me rendent plein de services quand même. Mais en même temps, l'information aussi était très claire du centre, hein, de dire, mais si tu donnes une forme, t'es dedans. La clé, toi, si tu veux pas rester bloqué à ces niveaux-là, sinon tu vas parler avec des elfes toute ta vie, hein. Si tu veux continuer à évoluer, maintenant je te donne directement la clé. Oublie la forme. Tant qu'il y a une forme, t'es baisé. C'est dès que tu auras plus de forme, là tu seras dans du réel. Tant qu'il y a une forme, t'es dans une construction. Donc connaître ces constructions, les visiter, oui, parce que l'information c'était de toute façon. Parce que moi au départ, mon idée c'était de dire bon les lutins, tout ça. Et si je faisais un saut direct dans la vacuité, ça a l'air tellement bien. C'est tellement plus politiquement correct aussi, hein, de faire comme les bouddhistes et tout. Sauf que l'information en face c'était non, mais tu dois visiter ton monde spirituel pour aller le déstructurer. Si tu ne le visites pas et si tu n'acceptes pas tes constructions, tu montes pas au-delà du mental, tu restes bloqué dans du mental. Donc si tu veux rentrer dans la vacuité sans passer par le monde spirituel, bah, tu vas juste faire un mental qui croit à la vacuité. C'est tout. Donc tu vas rester dans du mental. Donc à un moment, l'info, c'est Alice au pays des merveilles.
C'est, tu veux pas rester avec la gouvernante, il faut suivre le lapin. D'accord. Et le lapin, lui, il t'emmène dans des trucs délirants et qui te prennent à contre-pied en plus, hein, tout le temps. Des trucs qui te font chier. T'as surtout pas envie d'aller voir ça. Et en plus, c'est délirant. Sauf que n'empêche, c'est tes constructions. C'est comme ça que tu as créé ton monde. Donc à un moment, si tu veux aller voir comment tu es structuré, bah, il faut y aller. Alors, quand Voilà. tu parles de monde spirituel, comment tu pourrais le dire? Parce que là, nous as parlé à un moment donné du monde causal Oula. et le monde D'accord. spirituel. Alors, je vais essayer de définir ça sur plusieurs niveaux en étant le plus simple possible, en sachant qu'on pourrait l'exprimer de tellement de manières différentes. Voilà. Sans compter que c'est multidimensionnel. Donc en haut, on a une connexion au monde spirituel. D'accord? Pulsion de mort. Le monde des morts, en fait. En bas, une connexion à la pulsion de vie. Et après, il y a le centre, où se situe en fait la réalité. Mais tant qu'on travaille à cheminer, on connecte le haut, on va aller monter dans la construction spirituelle, qui n'est pas réelle, mais qui est notre connexion à nous pour remonter vers la source, obligatoirement. Donc en fait, on va passer par des constructions spirituelles, ça veut dire que c'est la manière dont on a structuré un niveau beaucoup plus haut que le niveau de notre âme. Enfin voilà, si on peut parler de comment notre âme est structurée. Voilà. On n'est plus en train de psychanalyser un corps et un mental, on va faire une psychanalyse de son âme en fait derrière. C'est ça qui se passe. Donc on va aller visiter quelque chose qui n'est pas forcément en temps linéaire, qui conçoit plein de mondes, qui contient tout, des dieux jusqu'aux extraterrestres en passant par plein de choses, mais qui en même temps ne sont que des constructions. Voilà. Et on va cheminer là-dedans, en se laissant guider par le lapin qui est le ressenti, en fait, tout simplement. Et qui dit, tiens, va parler avec un lutin. Voilà, c'est la clé du monde d'après. Donc tu suis. Une fois que tu as... Bon, à un moment, bah, maintenant, ton maître, c'est lui. Lui, c'est la clé du monde d'après. Et tu peux le vivre aussi bien profondément incarné dans la matière, donc avec des choses réelles, dans le sens matière, ou le vivre dans les rêves, parce que dans les rêves, des fois tu es dans des rêves qui sont bien plus réels que le monde où on est là. Hein. C'est tu te réveilles, tu t'endors en fait. Ça c'est extrêmement perturbant. Dans des mondes spirituels, en fait, tu es vachement plus conscient qu'ici, parce qu'ils sont beaucoup plus réels, ces mondes-là. Donc c'est super difficile de ne pas perdre pied si tu rentres dans ces mondes-là, parce que tu vois bien que le sommeil, il est ici. C'est la même logique qu'Inception. Donc je disais, le film, c'est un rêve imbriqué dans un rêve, imbriqué dans un rêve. Et plus tu descends, tout en bas, tu arrives dans la matière, qui est le rêve en fait le plus profond et où tu es le plus endormi. Et quand tu remontes, bah, tu te réveilles. Donc en fait, pour toi, les mondes que tu visites sont vachement plus réels. Et le pire, c'est qu'ils sont. Sauf que c'est quand même pas encore le réel. Donc il faut accepter que c'est encore un rêve et puis qu'il faut remonter au-dessus. Voilà. Donc tout ce cheminement. D'accord, donc on existe à tous ces niveaux en même temps. Tous ces niveaux en même temps, on existe. Et le but du jeu, c'est de remonter. Et c'est. Alors, pas forcément de remonter. C'est si on déconstruit, en tout cas, cette part-là de l'évolution, c'est pas le but du jeu. Hein. Cette part-là, c'est d'aller déconstruire cette part spirituelle pour voir comment on s'est construit et comprendre en fait le sens de cette vie ici. Parce que en fait, à un moment, si on remet dans le jeu lui-même de l'humain, on a une part absolue qui se tient dans le monde des morts, dans le monde spirituel, donc dans l'infini. Donc elle est absolue puisqu'elle est infinie. Et elle ne peut pas avoir de corps puisqu'elle est dans un monde où il n'y a pas de fini. Et en fait, elle crée des concepts à partir de la vacuité. Donc dans le monde spirituel, il n'y a rien à part les concepts, des concepts créés par l'absolu. Et ensuite, elle va descendre dans la matière pour aller créer un corps relatif, une forme relative, pour aller expérimenter le concept qu'elle a créé de toute pièce dans la vacuité, qui n'existait absolument pas. Et c'est ensuite le jeu d'échange entre cette part relative et cette part absolue qui joue l'humain. L'humain, c'est ça. Et c'est déjà une séparation en deux parties. Et ça déjà, si on veut, à partir du relatif, remonter vers cet absolu, il faut aller déconstruire la demi-tonne de construction qu'il a mis sur la route entre le monde spirituel et la matière. Et c'est ça ce voyage qu'on fait à un moment. Certains le font chez le chaman avec la plante, hein, où tu peux le faire, mais de toutes les manières possibles et imaginables. C'est ce voyage-là qui se passe. Et dans ce voyage, tu vas rencontrer la résolution de l'espace-temps, du futur et du passé. Ça se présente sous forme d'énergie extraterrestre, parce que c'est ça en fait l'espace-temps. C'est notre civilisation dans d'autres espaces-temps que tu vas devoir résoudre. Donc tu vas devoir résoudre tes connexions avec ces énergies-là pour trouver l'éternel moment présent. Mais d'abord, il faut déconstruire ça. Tu vas trouver les ouvertures temporelles, tu vas trouver le double du passé et du futur. Le double du passé, c'est quoi? C'est ce qui fait que tu crois exister là, dans le présent, sous cette forme. C'est la somme de ton passé sur l'éternité, depuis ta sortie de la vacuité. Donc lui, s'il n'est pas là,
vu que toi tu n'es que la somme de ton passé dans cet instant présent, tu ne peux pas exister sous cette forme. Donc c'est un outil primordial pour faire semblant d'exister. Et de l'autre côté, tu as le double du futur qui lui check toutes les possibilités de chemin pour retourner dans la vacuité, sur l'autre bout du cercle. Et lui, il va te guider. Donc en réalité, tu vis toujours la meilleure journée possible. Parce que lui est allé tester toutes les potentialités. Et il te ramène la meilleure par rapport à ton chemin. Donc en fait, il existe pléthore de potentialités devant, pléthore derrière. Si on regarde l'espace-temps, le passé et le futur, en réalité, changent tout le temps. Parce qu'en fait, ce qui importe, c'est notre expérience dans l'instant présent. Donc s'il y a besoin de changer ton passé pour que tu la vives, ça va se faire. Sauf que comme toi, tu es toujours la somme de ton passé dans le relatif, tu ne le verras pas. Si tu n'as pas connecté cette part absolue qui te donne l'information, dis ben là, ce problème-là a été réglé dans ton passé, donc voilà, tu ne peux pas le savoir. Donc il faut être vraiment sur ces niveaux-là. Donc quand même sur du très, très lourd pour percevoir tout ça. Mais si tu es sur l'intermédiaire en train de visiter ton monde spirituel, tu vas aller discuter avec ces énergies extraterrestres. Pourquoi? Parce que tu as des connexions avec d'autres espaces-temps et que c'est ça qui fait ton expérience du présent. Et donc, les gens qui ont beaucoup de connexions dans la psyché avec d'autres espaces-temps, ils vont être passionnés d'ovnis, de choses de cet ordre-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une part inconsciente d'eux qui sait très bien qu'ils existent bien, tout cela. Parce qu'elle regarde dans un autre espace-temps. Et donc, si la personne a des perceptions subtiles, elle va être guidée naturellement vers ces énergies-là. Et qui sont bien réelles en plus. Et qui vont l'aider à résoudre cette notion de passé et de futur. Voilà. Si ensuite il y a des problèmes d'archétype, de manière de construire sa pensée, parce que notre pensée, il y a une logique il y a des intentions qui partent de la vacuité, qui se manifestent et qui repartent. Ces intentions, à un moment, elles passent du sans-forme à l'énergie. Ce qui fait passer une intention du sans-forme à l'énergie, c'est un archétype, donc un dieu. Et ils existent bien conscients dans des mondes de dieux, et on leur donne bien des noms. Tant que c'est la force, tant qu'elle n'a pas de forme, c'est abstrait. Quand il y a Hercule qui arrive, ça devient quelque chose de concret. Il y a bien un archétype, et encore lui c'est un demi-dieu, mais il y a bien un archétype qui lui a donné une forme concrète, donc il est devenu quelque chose de concret. Aphrodite, l'amour c'est abstrait, quand il y a Aphrodite qui arrive, ça devient super concret. D'accord? Donc les dieux servent à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est des archétypes de pensée. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'en fait, à l'extérieur ou à l'intérieur, tu n'es toujours que face à toi-même, sous tous tes niveaux de fonctionnement. Mais toi-même, pas toi, la part relative. Toi, l'absolu qui se contemple lui-même à partir d'une forme relative. D'accord? Voilà. Donc une fois qu'on a compris tout ça, d'accord? C'est compliqué, ce que je dis, c'est ça? Ah ouais, non, mais non, je trouve ça génial. Oui, mais du coup, je peux te l'expliquer, et sinon, je peux pas t'expliquer autrement. Ah oui, non, bien sûr. Là, tu vas accepter d'aller visiter ces mondes spirituels qui sont aussi réels que là, soit dans les rêves, soit parce que tu es capable de te déplacer de dimension physiquement, soit parce qu'il y a des gens, a priori, qui peuvent le faire, semble-t-il, soit tu es capable d'aller percevoir dans ces dimensions, et tu vas résoudre tout ça, et tu vas cheminer pour aller résoudre tes mondes spirituels, et à un moment, tu vas trouver le sans-forme et la vacuité, et là, tu vas être centré, en fait, à un moment. Mais en fait, ce travail-là ne peut être accompli bien que si le bas se connecte simultanément. Sinon, tu perds pied, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, tu vas te perdre dans tes constructions spirituelles, et comme tu n'auras rien pour t'ancrer avec puissance, pour te ramener dans ton expérience ici et maintenant, tu vas perdre pied. Alors, soit tu vas rentrer dans une logique de psychose, parce qu'à un moment, on visite sa psyché, c'est là qu'il y a les connexions espace-temps, et quand il y a un problème là-dedans, là, il y a une vraie psychose qui se met en place. En sachant que si tu n'es pas capable de t'enraciner pour que celle-là elle reste inconsciente, elle peut devenir consciente, et là, tu as vraiment des gens à l'asile psychiatrique qui regardent dans plein d'espace-temps en même temps, mais qui regardent physiquement. Ou qui vivent dans un espace-temps et qui perçoivent dans un autre physiquement. Donc là, vraiment, c'est dingo. Enfin, bon, c'est un problème. Donc l'idée, c'est quand même, si tu n'es pas enraciné avec assez de puissance en bas pour ramener une information et ne pas perdre pied là où tu vas, à un moment, tu risques la folie. Donc qu'est-ce qui se passe? Comme la part absolue, elle n'est pas là pour te rendre dingo sans raison. Si tu le vis, c'est qu'à un moment, c'est une évolution quand même. Toujours pareil. Mais s'il n'y a pas besoin de te le faire vivre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te fermer le haut. Elle va t'empêcher de dépasser un certain niveau, juste pour que tu restes stable mentalement. Et donc, elle va t'obliger à travailler le bas, à rentrer dans la matière, dans les choses bien réelles, bien concrètes, pour que tu ailles résoudre ton enracinement. Et c'est bizarrement quand tu vas résoudre l'enracinement que le haut va s'ouvrir. Parce que l'absolu va dire, tiens, là, tu es un peu plus enraciné, je te fais voir un truc un peu plus haut. Parce que là, je sais que je te récupère, sinon je te récupère plus. Alors, est-ce à dire 36 000 questions, forcément. Désolé, auditeurs, auditrices, je vais ouvrir le standard d'ici quelques instants. Mais là, une question que j'estime importante. Ouais.
Le fait qu'on vive dans la société ou dans le monde dans lequel on est, on aurait tendance à penser qu'on vit dans un monde matérialiste, donc il aurait tendance à viser à nous ancrer. C'est moi qui utilise à dessein ces termes-là. Alors, de ton point de vue, du regard que tu portes là-dessus, est-ce que le monde dans lequel on vit, à travers la matière reine, entre guillemets, monde de consommation superficielle, est-ce que c'est ça pour toi l'ancrage? Si ça ne l'est pas, ça sous-entendrait donc que dans ce cas-là, on vit dans une société qui essaie de nous faire aller vers le haut. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que veut dire être ancré? Alors effectivement, la question est assez intéressante. On est dans un monde mental ici. On peut visiter des mondes de tout niveau. On part du principe que solide égale réel, alors qu'en fait c'est l'inverse. Ce qu'on voit, c'est une projection en 3 dimensions de notre mental. Le monde solide n'existe que par notre mental, et il n'a pas d'existence en dehors de la perception de chacun. Il n'existe pas de monde objectif dans lequel on vit. On ne vit que dans son film, déjà. Dans ce film-là se trouvent tous les éléments de nos constructions à nous, pas celles du voisin. Donc notre manière de percevoir le monde correspond directement à notre système, à nous, à notre évolution. On se côtoie par conscience de niveaux égaux. Si on est tous dans ce niveau vibratoire, c'est qui correspond à notre évolution à tous. Donc, sinon, en fait, bon, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, d'accord. Dans cette perception-là, comme on est au niveau mental et en train de visiter et d'expérimenter le mental dans son paroxysme de dysfonctionnement, on est face à une société qui est dysfonctionnelle au niveau mental, tout simplement. Parce qu'en fait, on expérimente qu'est-ce qui se passe si on donne tout le pouvoir au mental. Donc on n'est pas dans une société où les gens sont ancrés. En réalité, on est dans une société où les gens sont dans du mental et ne voient plus le réel. Pour comprendre ça, il faut comprendre comment marche le mental et pourquoi c'est dysfonctionnel. Le mental, lui, son rôle, c'est de figer une perception solide de quelque chose qui est constamment en transformation. Il suffit de voir notre corps, par exemple, les cellules meurent tout le temps, on vieillit sans arrêt, et pourtant on va avoir une image constante, parce que le mental fait un effort pour figer quelque chose qu'on va percevoir. Comme un appareil photo, mais au ralenti. C'est ça. En plus, il va nous permettre de fonctionner en temps linéaire. C'est-à-dire, enfin non, lui, il va nous modéliser un temps linéaire. Il y a des niveaux plus hauts qui se chargent de ça. Alors que le monde n'est pas du tout en temps linéaire. Le temps, c'est nous qui le créons, aussi, à notre niveau. Enfin bon. Mais le mental, lui, c'est l'interface graphique, si tu veux. Il ne sert qu'à ça au départ. Qu'est-ce qui se passe si dans l'ordinateur, je donne le pouvoir à la carte graphique? Et là, tu réponds à toute la problématique de notre société. Lui, son rôle, c'est de figer. Donc, il va figer. Donc, en fait, ça va faire plein de routines qui tournent en boucle et qui essaient de figer le système. Donc, ça fait des pays qui font des règles, qui font des lois, qui sont des égrégores, hein, qui élèvent des humains. Ça fait des dynasties qui font pareil. On les fait se reproduire entre eux. Tiens, tu peux épouser telle personne mais pas telle autre. C'est ça une dynastie, un nom de famille. Hein. C'est un égrégore. Hein. Il contient les frustrations de tous les ancêtres accumulés et il donne des ordres à l'humain. Pourquoi? Parce que l'humain lui demande de lui donner des ordres. Et donc il y a une logique de figer, figer, figer. Donc ça fait des civilisations qui montent, qui font des lois, des lois, des lois. Puis à un moment, comme le monde il continue à évoluer et que le mental, lui, il a figé trop, et ben cette civilisation s'effondre et un autre égrégore arrive et recommence. Et ça, c'est les mondes mentaux. C'est là où on est. L'expérience, pris dans sa plus simple expression, c'est ça. Donc en fait, être dans ce monde-là pleinement, ça n'est pas être dans le réel. Si on veut être dans le réel, il faut aller connecter les énergies primaires en bas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans figer le mental, mais aller communiquer avec tous les éléments de la matière. Alors, maintenant, donc, je parle du bas. Là, j'ai parlé du haut. Le haut, c'est la connexion au monde spirituel, au Père divin. Donc, il y a une logique de masculin au-dessus, dans la manière dont on le découpe, et une logique de connaissance, mais de mort aussi, de désincarnation. En bas, on va aller connecter la jouissance de la vie. Donc, il y a une logique de volcan incontrôlable, de vie qui ne se connaît pas forcément elle-même, mais qui agit et qui s'expérimente dans l'action. Donc en haut, on est sur la connaissance, en bas, on est sur l'action. Et la jouissance dans l'action, en fait. Parce que l'énergie de la vie n'est qu'une énergie de jouissance. C'est-à-dire qu'en fait, il n'existe que l'énergie sexuelle. C'est la mère de toutes les énergies. Et ensuite, elle se construit donc à partir du premier chakra, qui est le Big Bang. Le premier chakra, c'est ça, hein, c'est Big Bang, hein, c'est séparation et la naissance de la fusion de l'énergie. Le deuxième, on va rentrer dans une autre logique. Le troisième aussi, le 4, le 5, le 6, le 7. 7, c'est réintégration. Le 1 et le 7 sont le même chakra. Donc le monde entier manifesté n'est qu'un tour de passe-passe entre un chakra qui a été séparé en deux artificiellement, juste pour faire semblant qu'il y a des trucs au milieu. Et qu'est-ce qui crée l'humain? Ce jeu de chakra crée l'identité.
Donc crée l'humain qui se croit séparé de l'univers et qui croit être juste une part relative de cet univers. Je suis obligé de préciser ça, hein, sinon voilà. En dessous, ce qu'on ignore, c'est qu'il y a -1 à -7. Il y a 1 à 7, mais il y a -1 à -7. Pourquoi? Parce que justement, des sorciers, des druides, il y en a eu plein. Et pendant le monde obscurantiste, ils n'avaient pas du tout envie que les gens aillent connecter le pouvoir, donc l'action. Vous voulez bien qu'il y ait des moines qui aillent fumer la moquette pour aller voir les mondes spirituels, mais qu'en plus ils soient capables de rentrer dans du pouvoir dans la matière, ça intéressait pas du tout certaines personnes qui avaient justement ces perceptions-là. Donc en dessous, il y a -1 à -7, c'est l'action. Si j'ai 1, je suis dans la survie, dans mon identité. Si j'ai -1, je peux fonctionner en survie. Donc tout le monde là, hein, sinon il y a un problème. Si j'ai 7 ouvert en haut, je suis dans le divin. Si j'ai -7, je manifeste le divin dans la matière. Et ça, il n'y en a aucun qui l'a, ou très peu. En tout cas, moi, je l'ai jamais vu. Mais effectivement, il y a cette idée qui est là. C'est je peux ramener en plus une action divine dans la matière. Le degré d'incarnation dépend du pendant qu'il y a entre le haut et le bas. Donc il y a des gens, par exemple, qui sont des bureaucrates, c'est normal, ils ont que -1. Donc ils peuvent rien faire à part être dans un bureau. Et ça, c'est pas du tout être incarné. Et ça, c'est notre société. Une société de bureaucrates ou de gens qui agissent très peu, où ils vont avoir -1, -2 maximum. Qu'est-ce qu'on fait si on veut rentrer dans le réel? Il faut aller réparer tout ce bas. Il faut aller reconnecter le bas, qui est l'action et la jouissance de soi dans la vie. Et là, on va aller travailler sur des énergies primaires qui sont en fait de la sexualité d'abord au niveau le plus primaire, donc la jouissance de soi dans son existence. Après, ça va aller au 2, ça va être la jouissance de l'autre et le partage de la jouissance avec l'autre, en sachant que la manière de gérer cette sexualité, c'est la sexualité d'une personne, c'est sa manière de communiquer et de créer dans la matière en même temps. C'est tout ça en même temps. Donc en fait, pas besoin d'aller dans un lit pour voir comment quelqu'un gère sa sexualité. Il suffit de voir comment il communique et ce qu'il crée réellement, concrètement. Donc il y a des gens qui ont beaucoup de pouvoir à ce niveau, qui vont pas forcément l'utiliser. D'autres qui l'utilisent clairement et ils vont créer beaucoup de choses dans la matière parce que c'est ce pouvoir-là. D'accord? Donc on travaille le bas. Pourquoi est-ce qu'il y a du tantrisme à un moment qui se met en place? En sachant qu'il est peut-être... on ne travaille pas le 2 tant que le 1 n'est pas vraiment travaillé. Donc c'est peut-être un petit peu un truc utilisé à tort et à travers, mais il y a une logique clairement d'aller travailler la sexualité en bas. Et dans son sens le plus primaire. Hein. Donc on est sur du minéral, du végétal. Parce que le minéral, c'est la jouissance de soi, c'est le monde de la jouissance de soi, hein, qui est caché derrière, et de la conscience basique de soi. Le végétal, on est purement dans de la sexualité. Tous les arbres répondent sur du phallus, et toutes les fleurs sur des vulves. Hein. Le végétal ne songe qu'à faire se reproduire, faire des nouvelles couleurs, des nouvelles formes, des nouveaux effets, avec des herbes qui ont des effets différents. Et c'est un monde qui n'est que dans la sexualité. Après, on va arriver à l'animal, qui a encore un autre niveau de conscience, et ensuite à l'humain. Et il faut aller réparer ce minéral, ce végétal et cet animal pour comprendre que nous, en tant qu'humains, on intègre tous ces niveaux en nous. Et là je parle du bas. Et là, on va intégrer, en haut, on intégrait la connaissance spontanée. Donc j'ai une information juste parce que je connecte l'information. Et en bas, on va aller connecter la jouissance dénuée d'objet. C'est je suis dans la jouissance sans raison. Et quand tu vas regarder ce que j'appelle un névrosé spirituel, entre guillemets, donc le gourou, hein, souvent, le gourou qui veut le pouvoir, et avec les yeux exorbités, puis qui combat contre les extraterrestres dans le monde, voilà. Lui, tu vas pas trouver beaucoup de joie. Si tu vas voir le grand maître machin qui est tout simple, et puis c'est bizarre, lui, il a l'air heureux. Il y a des chances que lui, il est connecté le haut et le bas. Et lui, il en a un peu rien à foutre d'être le grand lutin intergalactique. Ce qui l'intéresse, c'est la jouissance de soi dans l'instant présent. On n'est plus du tout dans la même logique. Sauf que lui, il a vraiment ouvert le monde spirituel. L'autre, il est dans ses constructions spirituelles, il est un peu empêtré dedans. Hein. Voilà, c'est tout. Voilà, donc il y a une vraie différence, en sachant que le niveau où on est aujourd'hui en tant qu'humain basique, on est dans du mental, et on est très déraciné. On n'est plus dans la jouissance de soi. Il suffit de voir notre société, il n'y a plus de jouissance, quoi. On fait des actions répétitives. La seule jouissance que connaissent les gens, c'est quand on les augmente au boulot, quoi, hein, ou quand ils ont un rapport sexuel qui souvent est désastreux de façon comparé à ce que devrait être un vrai rapport sexuel correct. Si on était vraiment dans le partage avec l'autre et pas dans une logique animale de domination. Voilà, donc c'est très différent. Donc notre monde n'est pas... Il est très très loin du réel. Hein. Si on veut vraiment connecter le réel, il faut aller réparer tout ça en bas. Et c'est pas si simple parce que c'est beaucoup plus dur d'aller ouvrir le bas que le haut. Parce qu'en haut, il y a des petits anges, hein, c'est sympa, encore qu'on trouve beaucoup de peur. Mais en bas, il y a tous nos démons, toutes nos peurs de la jouissance de soi. Et il y a tellement de culpabilisation qui est faite depuis des millénaires que souvent, au départ, on va aller voir que des démons. Hein. Parce que
C'est nous qui créons des démons là où il n'y a que de la jouissance de soi et de la liberté, tout simplement. Voilà, c'est encore très vaste. Hein. Ouais. Mais voilà, là, je pense qu'on a les bases. Pour le coup, on a vu le haut, on a vu le bas. Voilà. Voilà. Et non, j'ai pas parlé du centre. Après, je peux t'en parler aussi si tu veux. Ah ouais, ce sera avec plaisir, Christophe. Christophe Alain, Journal d'un éveil du troisième œil aux éditions Interkeltia ou Atlante. Les deux sont valables pour ce qui est de l'édition. J'ouvre le standard. Dorénavant, ça fait maintenant 2 heures qu'on est ensemble. Ouais. L'occasion, je pense, pour ceux et celles qui ont écouté l'émission depuis le début, j'espère, de pouvoir poser des questions en conscience, entre guillemets. 08 92 23 95 20, j'ouvre le standard. Ça y est, c'est fait. 08 92 23 95 20.